Voilà, il est lancé. Il est lancé. Merde, il faut que je change le nom vite fait. Zut, 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 zut. Alors, c'est quoi le nom putaclic cette fois-ci? C'est... Ah, voilà. Hop. La petite pub sur Twitter, cette fois-ci j'y pense. Cette fois-ci j'y pense. Ouais. Et tu peux même balancer ton everyone pour avertir tout le monde. Les gens aiment ça. Ah non, je vais me faire détester après. Pas plus que maintenant. Ah putain. C'est violent. Ouais, Peut-être non, mais sérieux baisser quoi. mon son. Alors, ah oui, on va faire un petit test pour éviter que le micro ne t'enregistre trop. Parce que tu peux parler du coup. Je peux essayer de parler. Alors, qu'est-ce que tu veux que je raconte? Ok. Il était une fois. Ah, attends, je connais par cœur le petit chaperon rouge. On est sur Twitch? Ouais. Merde. Ok. J'ai baissé du coup. On va le faire. Alors oui, juste, toi t'as pas le droit de parler. Ah, il est reparti. Il est revenu. Ok. C'est tout bon. Je sens le everyone s'il y a si peu de monde. Ils l'auront cherché. Ok, le bot s'est déclenché, ça c'est cool. J'ai envie de faire un everyone, mais je sens que les gens vont pas aimer du tout. Mais pas du tout. C'est pas un truc qui me traumatise, donc je t'en prie, vas-y. Euh, Donc, jeu vidéo. Je change le nom du canal. Voilà. Tu as ma bénédiction pour ping everyone, comme ça tout le monde te déteste toi. Mention d'approche. Ah putain. Et 1300 personnes pingées. 1300. Ah non, seulement 1267. Ça va, ça va, ça va. Ah, les réactions. Les réactions, putain. Non, mais c'est moi qui mets les réactions. Et je vois que ça a fait venir le monde, donc c'est le principal. C'est ça. Hop. J'étais sur la chaîne il y a 6 minutes, j'ai raté mon first. Il y aura certainement moins de monde que pour le talk C++ par contre. Enfin, je pense.
crois qu'on était jusqu'à 36 ou 34 la dernière fois au max. Mais Ouais, pas on dans était une toute la bonne durée du trentaine. live. Alors, les gens ils râlent pour les everyone, mais en fait, on voit que si on le fait pas, les gens ne viennent pas, donc on a tout à fait raison de le Attends, faire. j'ai une ambulance qui passe là, fabuleux. Ah, Tire sur l'ambulance. alors, j'imite très bien l'ambulance. Ok, donc là on est déjà un peu plus d'une dizaine. Pour une fois, je me suis fait un setup à peu près correct pour la vidéo, donc ils auront ma tronche sur le YouTube. Parfait. D'ailleurs, tu enregistres OBS sous quel format? T'enregistres ou pas? Là j'enregistre et je l'ai mis sous un MKV. Ok, bah, de toute façon, j'avais trouvé comment on convertit, donc c'était plus un problème. Parfait. Alors maintenant qu'il y a du monde, peut-être qu'on pourrait, je sais pas, présenter un petit peu de quoi on va parler, etc. Bah ouais, j'étais en train de regarder. Hop, je prends mes notes pour. Alors moi je vais mettre ça ici, comme ça je vais avoir Twitch sur l'autre écran. 13 personnes quand même. Je sais pas si les gens préfèrent Twitch ou le vocal. Je sais pas, dans le doute je vais essayer de surveiller un petit peu les deux. Alors hop, et ici. On m'a signalé que la qualité audio sur la rediff Twitch était dégueulasse. Ah bon? Attends, Tout à attends, fait. je vais écouter. On m'a signalé que la qualité audio sur la rediff Twitch était dégueulasse. Ah bon? Hmm, c'est faible effectivement. Attends, je vais le mettre à fond. Voilà, audio du micro à fond, donc voilà. Bonjour Twitch. Voilà, là, Bonjour, bonjour, bonjour. ok, là normalement ça devrait être mieux. Mais n'hésitez pas à aller sur Twitch. Bon, on va commencer. On va supposer que les gens, de toute façon, ne sont jamais à l'heure parce que on donne nous-mêmes le mauvais exemple d'arriver à l'heure. Alors, donc j'ai rappelé quelques petites choses. Donc, j'ai de l'écho, monsieur Lynx. Tu as de l'écho. Ah, bah écoute, est-ce que je couperai pas? Attends. Ouais. Parle un peu. Un peu. Merde. Le micro est devenu trop sensible. Peut-être pour ça d'ailleurs. Je vais le couper, écoute, je vais le couper quand tu parles et je vais ouvrir quand je parle, hein, tant pis. Ok. Bon, c'est pas très grave si je m'entends en fait. Alors, donc, bah, on va commencer. C'est parti. Alors, donc l'idée de ces lives, c'est de faire des discussions. Donc là, on est en train de tester différents formats. La semaine dernière, on a testé le format où il y avait plusieurs intervenants et qui discutaient et qui répondaient aux différentes à la thématique. Cette semaine, donc, on teste le cas où il y a un intervenant, donc Linux. Et une prochaine fois, on va tester les discussions ouvertes, c'est-à-dire où tout le monde peut intervenir. Donc là, c'est normal que vous n'ayez pas, pour les personnes présentes sur le vocal, c'est normal que vous n'ayez pas accès au vocal. Votre micro est coupé, c'est tout à fait normal. On donnera la parole on vous donnera la parole plus à la fin de la discussion. Voilà, pour que vous puissiez intervenir. Et sinon, vous intervenez directement à l'écrit sur sur le Discord. Pour ceux qui sont sur Twitch, il y a un décalage, donc essayez de plutôt mettre le son sur le Discord que sur Twitch. Voilà pour cette fois-ci. Et quoi d'autre qui est à rappeler? Donc c'est diffusé sur Twitch, on rediffusera sur YouTube. Voilà, exactement. Sur YouTube, donc là, la vidéo de la semaine dernière n'est pas encore montée, mais on la diffusera rapidement. Sinon, il y a un GitHub aussi où on met tous les liens et toutes les informations complémentaires.
et les annonces pour les prochaines discussions. S'il y a des sujets, des thèmes que vous souhaitez aborder, n'hésitez pas à les proposer ou à proposer des intervenants. Voilà. Donc normalement, c'est le jeudi. Là, on le fait le vendredi parce que Linux n'était pas dispo hier. Mais globalement, ce sera tous les jeudis à 20h. On va essayer de faire ça à peu près toutes les semaines. Voilà, je pense avoir fait le tour pour le rappel des détails, techniques. Et donc, la discussion de ce soir, alors avec un titre, putaclic, on aime ça. Est-ce que c'est une erreur de vouloir apprendre à développer des jeux vidéo? Donc évidemment, quand sur les forums, on voit très souvent les débutants qui arrivent, qui souhaitent, notamment en C++, qui souhaitent développer des jeux. Soit des jeux simples, soit des jeux vraiment il y en a qui partent sur des choses très, très, très compliquées et c'est quelque chose qui est très, très récurrent et qui continue, même, maintenant. Même si on passe notre temps à dire qu'effectivement, c'est pas forcément l'idéal. La raison, c'est que, bon, tout le monde connaît les jeux vidéo, tout le monde a joué à des jeux vidéo, mais tout le monde ne connaît pas forcément l'univers du jeu vidéo, du développement du jeu de vidéo. Aussi bien les différents métiers que le métier du développement et les contraintes, ce qui est bien, ce qui est pas bien, et cetera. Donc, notre invité de ce soir, il est soir, donc Linux et va se présenter pour commencer, pa voilà, bah, je t'en prie, à toi. Ok. Alors tout d'abord, je voudrais dire que j'ai trouvé un moyen de couper et réactiver mon micro à la fois sur Discord et sur OBS très rapidement, donc ça va être cool. Euh, Ensuite, bonjour. Donc voilà, Linux, n'est-ce pas? ou, ou Linux, je préfère, ou Linux, peu importe comment vous le prononcez. Jérôme Leclerc pour les intimes. Donc je suis développeur de jeux vidéo. Je me définis justement comme un développeur de jeux vidéo amateur et professionnel. C'est-à-dire que c'est justement une de mes grandes passions, même quand j'étais débutant, surtout quand j'étais débutant. Je suis toujours débutant. Et encore aujourd'hui, alors que je travaille dans le domaine, justement. C'est mon métier actuellement, depuis maintenant 3 ans, de développer des jeux vidéo. Et je suis majoritairement en C++, je sais pas si c'est spécialement important pour ce talk, mais au moins comme ça c'est dit. Voilà. Merci. Alors, on va commencer par des questions simples sur toi, questions vraiment, basiques. Quels sont les jeux vidéo qui t'inspirent, qui t'ont inspiré et qui t'ont donné envie de travailler dans le jeu vidéo? Ouh, je ne m'attendais pas à cette question. J'ai passé 10 ans de ma vie, vraiment 10 ans, hein, sur un jeu vidéo en particulier qui à la base n'était même pas un jeu vidéo. C'est le très fameux Garry's Mod, qui est en fait un jeu enfin c'est un jeu de sandbox, basé sur la programmation, entre autres. Donc le principe c'est simple, c'est un jeu où de base tu fais à peu près ce que tu veux, enfin tu te balades tranquillement dans le jeu, tu peux faire apparaître des trucs et jouer avec physiquement. Mais tu peux le programmer. Tu peux le programmer, c'est-à-dire qu'il y a plein de personnes qui s'amusent à programmer des sortes de jeux à l'intérieur de ce jeu-là. Donc aujourd'hui, ça a pris toute une autre dimension, mais à l'époque où j'y jouais, c'était encore assez nouveau et les gens faisaient des choses vraiment, vraiment très intéressantes. Et au final, c'était un petit peu comme une plateforme de développement de jeux vidéo avec des avantages. C'est-à-dire que tu avais des assets qui étaient prêts, qui étaient intégrés, tu avais un moteur physique qui était prêt, tu avais tout ce que tu voulais. Enfin, le jeu était FPS de base, mais tu pouvais éventuellement tourner pour faire d'autres types de jeux. Et donc c'était très facile de faire des jeux avec. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup motivé. Qui m'a, je suis vraiment très content d'avoir passé du temps dessus, de mes 12 ans à mes 22 ans. Voilà, voilà. OK. Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a on voit souvent ça, donc des gens qui demandent des questions sur les forums et donc il y a un point qui revient souvent. Faut-il commencer par apprendre un langage de programmation ou utiliser un moteur de jeu lorsqu'on souhaite se lancer dans la création de jeux vidéo? Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, il y a pas mal de moteurs de jeu qui permettent de faire ce qu'on appelle du visual scripting, c'est-à-dire de la programmation visuelle. Et c'est autrement dit de la programmation, mais sans devoir connaître le moindre langage de programmation. Je pense notamment à Unreal Engine et ses blueprints.
Je viens de manger donc, pardon. Qui permet justement de programmer des choses même relativement complexes sans avoir besoin de connaître un langage de programmation. Cependant, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'accorder pour dire que il faut quand même programmer. Tu peux faire effectivement des jeux, beaucoup de jeux avec les blueprints, mais c'est pas l'idéal quand tu as une complexité suffisante, par exemple. Et donc, je dirais vraiment que tu dois apprendre un langage de programmation, et idéalement le langage de programmation d'un moteur de jeu avec lequel tu as envie de bosser, avec lequel tu es familier, par exemple. C'est-à-dire, par exemple pour Unity, bah, C Sharp, pour Unreal Engine, C++, CryEngine, je crois que c'est C++ aussi, et, et Et pour tu, Nazara, c'est l'UA. pour Nazara, c'est C++. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas forcément l'intérieur d'un jeu vidéo, est-ce que tu peux détailler rapidement les différents composants d'un jeu vidéo? Savoir quelles parties correspondent à. Il y a des parties créatives, il y a des parties plus techniques, hein. Est-ce que tu peux décrire l'intérieur le, d'un jeu vidéo? Bah déjà, dans un jeu vidéo, il y a deux couches très particulières. Il y a la couche moteur de jeu, qui est essentiellement réutilisable. Que ça soit quand on le fait soi-même ou que ça soit quand on utilise un moteur de jeu préexistant, on finit toujours par en coder un, même si on n'en a pas forcément conscience. Donc même les gens qui font des petits jeux en C++ OpenGL finissent par faire un espèce de moteur de rendu moteur de jeu. Et c'est cette partie-là qui est totalement agnostique du gameplay. C'est-à-dire, vous pouvez changer le gameplay de votre jeu, ça n'affectera pas cette partie-là. Et cette partie-là, justement, c'est la partie la plus bas niveau. C'est celle qui contrôle la carte graphique, c'est celle qui contrôle la carte son, qui fait tous les appels système, qui dit comment charger les ressources, etc. Euh, donc c'est une partie très peu visible au final, c'est vraiment très très peu visible. Puisque au final, ce que l'utilisateur voit, c'est surtout la deuxième partie. La deuxième partie qui, elle, est propre au jeu, très souvent. Et qui permet justement de programmer les mécaniques, les diverses mécaniques de jeu, que ça soit, je ne sais pas moi, que ça soit, bah, je prends un truc con comme Tetris. Tetris, bah voilà, si j'aligne suffisamment de blocs sur une ligne, bah la ligne disparaît. Ça, c'est la mécanique de jeu qui n'est pas vraiment réutilisable, à part si je fais Tetris 2. Et, mais c'est la partie visible, c'est celle dont les, comment dire, dont le code aura le plus de conséquences visibles pour le joueur. Et, c'est celle du coup qu'on doit refaire pour chaque jeu plus ou moins. Voilà, c'est assez régulier. Voilà, je sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Il n'y a pas de mauvaise réponse, donc oui. Si tu devais développer un jeu quelconque, par exemple, on va imaginer, tu es débutant, tu veux te lancer dans la création d'un Tetris ou d'un Mario. Quel cheminement tu conseillerais pour développer ce jeu? Quelles sont les étapes que tu dirais: «Tiens, tu es débutant, tu veux faire ça, voici comment il faudrait que tu t'y prennes pour, bah, réussir à mener ton projet à bien»? Alors déjà, tu fais très bien de me parler de Tetris ou de Mario parce que le premier conseil que je donnerais à un débutant, c'est ne pars pas sur un gros projet, pars sur un petit projet. Et donc, un Tetris ou un Mario, c'est un très bon exemple de petit projet. C'est des mécaniques totalement connues, enfin totalement connues. Il y a pas vraiment de surprise là-dedans. On sait comment c'est censé marcher et comment ça marchera. Et c'est relativement simple à faire. Et donc les conseils que je donnerais à quelqu'un qui voudrait faire ça, c'est déjà d'être à l'aise. Avant tout, c'est d'être à l'aise avec les outils qu'il utilise. Quand on se lance dans un projet et qu'on ne connaît pas les outils, qu'on doit les apprendre au passage, on risque un petit peu de se perdre, on risque un petit peu de ne pas bien les utiliser, de mal les utiliser, de faire n'importe quoi, et de finir par partir sur complètement autre chose parce qu'on n'a pas réussi à les faire marcher, par exemple. Alors, j'ai pas réussi à faire marcher mon moteur physique, ben je vire la physique de mon jeu. C'est un exemple à la con, mais ça résume un peu l'idée. Et du coup, vraiment être à l'aise avec les outils qu'il veut utiliser. Que ce soit, je prends l'exemple encore, ben, le C++ et la SFML, ben, et fais des petits projets SFML avant de te lancer là-dedans. Apprends à afficher des sprites, etc. Apprends vraiment à utiliser un petit peu les frameworks que tu as, pas forcément entièrement, bien sûr, hein, au moins les bases. Et donc pareil, hein, si tu veux faire un petit jeu avec Unreal Engine, connais un peu Unreal Engine et fais un petit projet avant, par exemple. Pareil pour Unity, pareil pour à peu près tout au final. Voilà.
Tu conseillerais les premiers jeux pour apprendre à créer des jeux, de partir, sur du développement seul ou de monter des équipes? On voit souvent sur les forums des gens qui, se lancent dans leur premier projet et bon, j'exagère un peu, mais recherchent une équipe de 30 personnes pour leur premier projet. Toi, tu conseillerais quoi pour, se lancer? Tout seul ou équipe? Certainement pas une équipe de 30 personnes, parce que si t'as pas d'expérience déjà sur le fait de faire un projet entièrement de A à Z, enfin de faire un jeu, tu vas pas savoir gérer une équipe. Tu vas pas savoir gérer une équipe dessus, et je connais pas d'exemple d'équipe de débutants qui soit arrivé à faire quelque chose, par exemple. Euh, donc je conseillerais plutôt la voie, fais un petit truc, un petit jeu que toi seul, enfin que tu peux arriver à faire tout seul, et une fois que tu as réussi à faire ton petit jeu tout seul, augmente la complexité. Pars sur quelque chose d'un peu plus complexe. Quitte à complexifier un jeu que tu as déjà fait. Tu peux par exemple prendre un petit jeu, le faire comme ça, arriver à le faire et te dire ah c'est chouette, j'ai un petit jeu qui marche, bah maintenant je vais l'étoffer. Et au fur et à mesure, commencer à avoir une complexité qui s'accroît. Éventuellement, si tu veux commencer à bosser en équipe, tu peux recruter ou demander simplement de l'aide à quelqu'un qui va venir de temps en temps. C'est très bien avec le libre parce que ça donne justement un peu plus une impulsion à ce niveau-là. Je pense aux projets qui sont hébergés par exemple sur GitHub. Bah, n'importe qui peut venir participer, par exemple. Bah, c'est déjà une forme de travail d'équipe, même si c'est pas organisé. Ça permet d'un petit peu se préparer à ce que quelqu'un d'autre touche à votre code. Et à établir des règles notamment sur la façon dont ça va être fait. Donc ouais, vraiment y aller petit à petit, c'est le conseil que j'aurais à donner à ce niveau-là. OK. On parlait tout à l'heure donc, des langages de programmation. Qu'est-ce que tu conseillerais toi comme langage de programmation à apprendre pour créer des jeux? Tu as en particulier, répondu par rapport au moteur de jeu, mais tu conseillerais plus des langages bas niveau comme le C ou le C++ qui sont souvent conseillés, on dit souvent, si tu veux faire du jeu vidéo, il faut apprendre le C et le C++. Est-ce que tu conseillerais toi de partir sur du bas niveau pour commencer ou sur des langages plus haut niveau, C#, Java ou même encore plus haut niveau? Alors, là, je dirais un truc de toute façon, je dirais un truc de toute façon, un langage avec lequel tu es à l'aise. Ça passe avant tout, ça passe avant le bas niveau, ça passe avant le haut niveau. Sois à l'aise avec tes outils, c'est vraiment le petit conseil que je peux donner à ce niveau-là. Et ensuite, si tu connais ni l'un ni l'autre, là je serais plus du genre à conseiller le C Sharp par exemple. Parce que, ben, typiquement, le C Sharp a une complexité, enfin un temps d'apprentissage déjà beaucoup plus court que le C++. Tu as moins de cas bizarres qui peuvent se produire, je pense, en C Sharp qu'en C++. Et tu as déjà un moteur qui est très 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 éprouvé, qui est utilisé par beaucoup de monde, et qui se repose pas mal sur le C Sharp. Là, je pense bien sûr à Unity. Donc, ouais, si tu connais ni l'un ni l'autre, je dirais C Sharp. Mais si tu aimes bien si tu aimes bien faire du C et du C++ et que tu es à l'aise avec ça et que vraiment tu fais ça enfin, t'as envie de faire ça, t'as envie de continuer à faire ça, alors pourquoi pas, pourquoi pas. Vraiment, il y a des solutions dans tous les langages pour faire des jeux. Faut pas hésiter. Faut juste utiliser les solutions. Pas se dire, allez, je pars, je fais tout moi-même, allez, hop, 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 le rendu, le son, tout ça. Tu vas y passer des années si tu as cette logique. J'en sais quelque chose. Qu'est-ce que tu penses, du développement web pour les jeux? Compatible ou difficile? C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, genre des jeux intégrés sur Facebook ou en HTML5, ce genre de choses. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, comment répondre à cette question? Je suis pas un grand fan moi-même de ce type de jeu, faut le savoir. Je suis pas un grand fan des jeux web, parce que bon, pour moi ça dépasse un petit peu le cadre d'un navigateur, mais le fait est que ça se fait, le fait est qu'il y a beaucoup de gens qui y jouent et qui prennent plaisir à y jouer, et que avec les technologies actuelles, hein, tu peux avoir un jeu mais vraiment très correct, qui tourne très bien au final, en web. Eh ben, là, oui, là, il y a quelqu'un qui vient de le dire dans le chat Discord. Unity peut exporter en HTML5. Donc, j'ai envie de dire, si tu utilises un moteur de jeu comme Unity, et je crois que Unreal le fait aussi, bah t'as pas trop à t'en soucier. Tu fais ton jeu avec ton moteur et c'est ton moteur qui va te permettre de l'exporter sur le web. Il faut savoir qu'il y a quelques limitations qui viennent avec. Typiquement, t'évites de faire un truc trop complexe pour tourner sur le web. Hein, c'est pas
c'est pas des jeux comme Crysis ou bon, Crysis c'est un vieil exemple, mais Crysis c'est des trucs comme ça qui vont tourner sur le web. Mais pour des petits jeux, pourquoi pas, hein. Il y a de très bons jeux. Par exemple, il y avait Agario, c'est le plus connu, je crois. C'est lui qui a lancé la mode des jeux.io, qui est un jeu web, qui est un bon passe-temps. Maintenant, les jeux web, généralement, c'est ça, c'est des passe-temps. C'est un petit peu comme les jeux mobiles, c'est-à-dire tu te dis, ah bah tiens, je passe le temps, je joue un petit peu, 5 minutes, et puis je passe à autre chose. C'est pas forcément le jeu sur lequel que tu vas lancer, sur lequel tu vas passer 4 heures avant de te dire, allez hop, j'ai suffisamment joué, je passe à autre chose. Non, c'est plus autre chose. C'est voilà. C'est plus compliqué, c'est la question en fait du web. Et je dirais ouais, petit jeu simple sur le web, pourquoi pas. C'est plus accessible, t'as pas besoin d'installer quoi que ce soit, les gens n'ont pas de problème à le faire. Mais en contrepartie, t'as pas forcément toute la complexité que tu peux avoir, ni la comment dire, la, le public que tu peux avoir à ce niveau-là. Pour du MMOG, le navigateur a des avantages en confinement. Tu peux avoir ton onglet ouvert constamment pour y jouer réellement 15 minutes par-ci par-là avec notification. Ouais, voilà, c'est ce que je disais, c'est le jeu web, c'est vraiment le jeu sur lequel tu passes 5-10 minutes de temps en temps, et puis voilà. Donc ouais, effectivement, Germino Legrand, je vais un peu dans ton sens. C'est un avantage, c'est un avantage. Bah, Tu disais justement que les jeux donc web sont beaucoup plus simples. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution actuelle enfin, des jeux vidéo par rapport à la qualité? C'est-à-dire, les jeux, vraiment très simples, qui vont faire, du buzz alors qu'ils ont pas beaucoup de contenu technique, genre les Candy Crush ou ce genre de choses. Ou même les jeux qui sont très techniques, très triple A, mais qui ont des, gros bugs ou des grosses critiques par rapport à, leur qualité. Qu'est-ce que tu en penses de l'évolution des jeux, en ce moment? Ben, je dirais que ça se sépare un petit peu en deux. Pour moi, c'est même depuis l'avènement du mobile, enfin des smartphones, le jeu, en fait, les jeux ne deviennent pas plus simples. C'est juste que le public s'élargit, en fait. Tu as le public qui va se... Enfin, tu as des gens qui n'auraient jamais joué avant, qui ont commencé à jouer. Je pense au public mainstream, c'est des gens qui jouent de temps en temps dans les transports en commun parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire et qui ne jouent, enfin, qui vont travailler, qui vont rentrer chez eux et qui n'ont pas spécialement joué par choix, qui vont plus jouer par ennui. Et ça, ou par choix aussi de temps en temps, bien sûr, hein, mais ça, c'est un public qu'on n'avait pas avant. C'était vraiment, enfin, qu'on avait beaucoup moins en tout cas avant, c'est-à-dire des gens qui, euh, qui ne choisissent pas vraiment, qui passent le temps plus qu'autre chose. Pas des gens qui vraiment choisissent de jouer et qui veulent passer des heures sur un jeu, etc. Les casual gamers, voilà, comme les dit Dragon Joker. Et à côté de ça, on a l'autre public qui est présent depuis le début, au final, c'est les gens qui se font chier pour jouer, parce que qui se prennent le temps de se faire un bon gros PC, par exemple, ou d'autres solutions, d'acheter une console, d'avoir un truc assez puissant pour jouer à des jeux beaucoup plus conséquents, et surtout qui lancent le jeu en se disant, ok, les 2-3 prochaines heures, je joue à ce jeu. Plutôt que par choix. Enfin, plutôt que par ennui, pardon. Plutôt que par ennui. Et oui, comme le vient de le dire Max, triple A, c'est beaucoup de personnes, beaucoup de temps de dev. 5 à 10 ans, c'est vraiment les gros jeux. Alors, on est en dessous de ça actuellement. Mais ouais, gros budget, etc. Candy Crush à côté, on va pas se mentir, c'est moins. C'est moins. On dirait, il y a deux personnes qui l'ont fait et ça leur a coûté 50 € pour mettre leur truc sur l'App Store. Ça me choquerait pas. Ça me choquerait pas. Flappy Bird est un très bon exemple de ça. Flappy Bird, c'est un mec qui s'est dit ouais, je vais faire un jeu. Et le jeu a super bien marché. Je sais plus combien de millions de téléchargements il avait, mais enfin, c'est très. Oui, Candy Crush est très travaillé. Il y a pas de souci avec ça. Je sais bien que Candy Crush est vraiment très travaillé, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas le même boulot derrière, et c'est pas le même public non plus derrière. Du coup, dans Oups. le développement d'un jeu vidéo, c'est quoi à peu près les métiers, les compétences qui vont être utilisées? Donc soit une personne qui devra avoir les différentes, compétences, soit, une équipe avec différentes compétences. C'est quoi les métiers, heu, du jeu vidéo?
Les métiers du jeu vidéo, bah, il y en a plein. Il y en a plein. Je vois typiquement trois. Grossièrement, je vois trois catégories. Je vois en gros les graphistes, en gros les game designers et en gros les programmeurs. J'en oublie peut-être une catégorie, mais je dis vraiment en gros parce que dans graphiste, par exemple, enfin, entre graphiste et game designer, je mettrais les level designers, par exemple. Explique Les peut-être sound ce que designers, c'est le merci métier. Dragon Joker, effectivement. Bah, eux, je les mettrais, ouais, dans la grosse catégorie graphique, qui est plutôt expérience utilisateur, en fait. Et ouais, du coup, au niveau des métiers. La communication, oui, 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 c'est vrai. Là, c'est pas vraiment au niveau du jeu lui-même, c'est plus ce qu'il y a autour. Mais oui, c'est vrai, là, tout ce qui est communication, faire en sorte que ton truc soit connu, que ton jeu soit connu, que tu puisses le vendre, etc. Marketing, ouais, c'est ça. Pour moi, c'est pas vraiment au sein du jeu même. Concept artiste, ouais, bah je mets ça dans les artistes. Ouais, j'aurais dû dire artiste ou graphique, tiens. J'aurais englobé justement directement les sound designers. Mais pour moi, ouais, t'as ces trois grosses catégories-là. Ok. Donc pour toi, c'est métier aussi bien créatif que technicien, le développement de jeux vidéo. Ah oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Et la partie créative peut se faire un petit peu à tous les niveaux. C'est-à-dire, ça peut se faire au niveau du game designer, enfin là en même temps c'est le boulot du game designer. Ça peut évidemment se faire au niveau des artistes, mais ça peut aussi se faire au niveau des programmeurs. Tu peux avoir la petite touche artistique en tant que programmeur. Là, je prends vraiment le sens artistique au sens large, mais je pense par exemple au fameux easter egg que les programmeurs s'amusent à mettre dans les jeux. C'est un petit peu leur touche personnelle qu'ils mettent dans le jeu aussi. Ok. Quand on parlait des moteurs de jeu un peu avant, et même si on souhaite ne pas utiliser un moteur de jeu, on est très souvent amené à utiliser des bibliothèques logicielles. Et donc se pose pour un débutant le problème des licences. Licence open source, licence commerciale, le coût. Quel est ton point de vue, toi, sur bah, ce problème de licence logicielle? Je t'avoue que je suis pas sûr d'avoir vraiment compris la question parce qu'au final, au niveau des licences, tu prends un peu ce qui t'arrange. Hein. Il y a pas, il y a énormément de trucs qui sont sortis sous licence MIT qui autorisent à faire à peu près tout ce que tu veux, c'est-à-dire vendre ton jeu sans aucun problème. Même ne pas dire, ça dépend des licences après, mais ne pas dire que tu utilises la lib en question. Juste, tu n'as pas le droit de dire que tu as écrit la lib à la place de l'auteur. Voilà. Côté de ça, tu as du GPL qui t'autorise également à faire du commercial malgré ce qu'on pense. Au final, je pense pas que ce soit vraiment un problème parce que même si pour les solutions générales, tu tombes sur des trucs, sur une licence qui ne te va pas, tu vas trouver le même truc sous une licence qui te va. Il y a beaucoup, beaucoup d'offres, beaucoup de possibilités, donc c'est pas vraiment un problème, je trouve. C'est pas vraiment un problème. Alors effectivement, Groot me fait remarquer, par rapport pas uniquement aussi les logiciels que tu utilises, enfin les bibliothèques que tu utilises, mais les outils de création graphique que tu utilises, qui vont effectivement intervenir aussi, genre Adobe. Heu, alors, plus une question sur, bah, le métier, l'industrie. Hem, Est-ce que trouver un boulot, heu, dans le jeu vidéo de nos jours est quelque chose de facile? Est-ce qu'il faut rester en France? Est-ce qu'il faut bouger? Qu'est-ce qu'il faut viser? Un gros studio, un petit studio? Voilà, l'employabilité, dans le jeu vidéo. Ben, on va dire que ça fait pas très très longtemps que je suis sur le marché, que j'en suis à mon deuxième poste, mais après avoir fait quelques recherches, etc. Alors, faut savoir que la France a une mauvaise réputation à ce niveau-là, une réputation de ne pas faire grand-chose dans le jeu vidéo et que c'est difficile de trouver sa place, ou alors c'est difficile de bien être payé, enfin de trouver sa place et de bien être payé. Après, ça dépend vraiment des gens au niveau à combien est-ce que tu es bien payé. Ça c'est voilà, comme le dit Mac justement, je crois que c'est pas super bien payé. Après voilà, il y a des gens qui sont payés 2500 € par mois net et qui se plaignent. Faut savoir ça. Donc
Faut aussi prendre ça un petit peu avec des pincettes. Mais sinon, je dirais, je dirais que tu peux trouver facilement un boulot dans le jeu vidéo, mais qu'effectivement, si tu veux être bien payé, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Ça dépend vraiment de ce que tu appelles être bien payé, hein. J'ai travaillé avec quelqu'un qui était payé au SMIC et qui était content, hein. Il était vraiment, enfin, ça par contre, moi je pourrais pas, je pourrais pas. je, je suis un peu trop dépensier pour ça, mais, euh, mais ça dépend un peu de ce que tu cherches. Ça dépend un peu de ce que tu cherches. Euh, Après, c'est pas le métier qui va te faire avoir un salaire à 5 000 € par mois. Ça, voilà. Mais, enfin, à moins que tu fasses un jeu qui marche très très bien et que tu étais l'auteur, enfin, vraiment le gros auteur en indépendant. Enfin, à moins que tu aies vraiment le coup de chance. Autant ne pas se reposer dessus. Donc, tu conseilles de rester en France ou tu penses qu'il faut partir à l'étranger? Ça dépend. Ça dépend de ce que tu vises. Si tu vises vraiment le gros gros salaire, effectivement, la France, ça me paraît un peu compliqué. Ça me paraît un peu compliqué. Je connais pas non plus toutes les offres, hein, je le dis. Là, c'est vraiment des rumeurs, des choses que j'ai entendues, des choses qu'on m'a dit. Euh, donc je n'ai pas pu le vérifier moi-même, mais a priori, ouais, en France, c'est pas super bien payé et, comparé à d'autres pays, type le Canada, rien que ça. Canada où il y a notamment bah, Ubisoft Montréal. Après, je sais pas non plus combien ils sont payés là-bas, mais apparemment mieux qu'ici. Mais après, je pense que, mais ça c'est vraiment une opinion à moi, on peut vivre largement décemment en France en étant développeur de jeux vidéo. Voilà. Il reste plus qu'à définir décemment. Sauf que Dab pose une question, par rapport à les moteurs ou bibliothèques qu'on utilise. À quel point faut-il les maîtriser, avant de se lancer dans leur utilisation dans un projet concret? Est-ce qu'on peut se lancer tout de suite dès le début? Est-ce qu'il faut attendre d'avoir quelques bases? Est-ce qu'il faut attendre de vraiment maîtriser, heu, tout le moteur avant de se lancer dans un jeu? Alors non, non, il faut pas connaître, enfin il faut pas pouvoir utiliser l'outil entièrement. C'est un plus, bien sûr, c'est un plus. Mais je vais dire, si tu veux faire un jeu qui repose beaucoup sur la physique, par exemple, donc sur des réactions physiques, etc., tu as vachement intérêt à avoir un petit peu manipulé, par exemple, le moteur physique de ton moteur de jeu. Ou alors hein, le moteur physique externe que tu utilises. Je pense par exemple à Unity ici, Unity, Unreal, tout ce que vous voulez. Si tu utilises Unity depuis 5 ans mais que tu n'as jamais touché au moteur physique, ça va t'handicaper. Mais là, c'est plus une phase de recherche à faire avant de se lancer dans un jeu. Une phase d'étude un petit peu des technologies. Tu sais que tu veux faire un jeu qui va reposer énormément sur la physique, tu regardes la physique avant. Tu sais que tu vas faire un jeu qui va beaucoup jouer sur les sons, sur des technologies qu'on n'utilise pas souvent, type le rebond des sons. Donc le fait que le son rebondisse sur des surfaces, etc. T'as intérêt à faire une petite démo dans un coin qui valide le concept, qui te dit ok mon gars, ça marche, tu peux l'utiliser. Donc ouais. C'est quelque chose, je te conseille pas de maîtriser l'outil en entier, pas du tout de chercher à le maîtriser en entier, juste d'avoir déjà joué avec dans le domaine que tu veux utiliser. Voilà, juste ça. Donc pas du tout besoin de maîtrise. Alors attends, je ne t'entends plus. Je te vois parler, mais je ne t'entends plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis pourtant pas en muet. Vous l'entendez? Ah, ok, visiblement c'est pas chez moi. Pourtant Discord dit que tu parles. Sors et rejoins la discussion au pire.
Ok, bah relance Discord, parce que là je t'entends toujours pas. Enfin, visiblement personne ne t'entend. Est-ce que vous m'entendez là ou pas? Là ouais, là c'est bon. Bon, je ne sais pas, désolé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est pas grave, ça arrive, ouais, les aléas du live et du coup, j'ai oublié ce que tu étais en train de dire, excuse-moi. Tu parlais du métier et non, est-ce que tu avais entendu ma question ou pas, en fait? Je ne sais J'ai plus. pas du tout entendu tes questions. J'étais en train de parler des technologies et du fait de faire au moins des petites démos qui visent le domaine que tu comptes faire pour ton jeu avant de faire vraiment ton jeu. OK, alors je reprends. Donc oui, je disais que, bah, forcément, on parle, pour des débutants et beaucoup ne savent pas ce que c'est concrètement le métier de développeur de jeux vidéo. Est-ce que tu peux décrire, toi, ce que c'est à peu près, tes tâches, ce que tu fais? Est-ce que c'est des choses répétitives? Est-ce que c'est des choses qui vont être techniquement très complexes et très, motivantes, dans la plupart du temps? Est-ce que ça va être des tu vas travailler vraiment sur des choses très techniques, sur du graphisme, sur, ou alors c'est plus un métier répétitif et cetera? Alors là, pour le coup, c'est vraiment, ça dépend vraiment de la boîte dans laquelle tu te trouves. Par exemple, la première boîte dans laquelle j'étais, j'ai pas vraiment eu, donc la boîte dans laquelle j'étais avant, celle où je suis actuellement, tu n'avais pas vraiment de possibilité d'amélioration. C'est-à-dire, ils s'attendaient à ce que tu fasses les mêmes tâches tout le temps. Moi, typiquement, c'était une tâche, enfin, c'était en gros des correctifs gameplay pour un jeu qui était déjà sorti. Et c'était très très long, enfin très. Autant ma motivation a fondu en quelques mois. J'ai fait ça pendant 1 an et demi et ma motivation au début c'était ça, à la fin c'est hors champ. C'est voilà, c'était vraiment quelque chose de très lourd. Mais dans la boîte dans laquelle je suis actuellement, faut dire que j'ai eu de la chance à ce niveau-là, c'est que je travaille avec quelqu'un, enfin mon patron est quelqu'un de très compréhensif qui a composé l'équipe exprès en fonction des compétences de chacun. Et moi, notamment, il m'a recruté pour tout ce qui est système et réseau. C'est-à-dire tout ce qui est système dans la boîte, tout ce qui touche vraiment au, au bas niveau dans les serveurs. Parce que oui, je ne bosse que sur les serveurs dans ma boîte. Et tout ce qui est réseau, donc les communications réseau entre les... Oula! Entre les différents participants, enfin les différents programmes qui fonctionnent. Donc ouais, j'ai eu de la chance à ce niveau-là. Moi, je le dis vraiment, j'ai eu de la chance. Je sais bien que j'aurais pu avoir eu un truc beaucoup plus embêtant. Et, euh, et au final, ben, ça dépend un peu de pourquoi on t'engage. C'est à voir en fait, à voir qui t'engage et pourquoi il le fait. Qui t'engage et pourquoi il le fait. Moi, j'ai de la chance que mon patron, c'est quelqu'un qui est un technicien à la base. C'est quelqu'un qui travaille là-dedans, enfin qui a travaillé là-dedans, qui a déjà fait des jeux lui-même, qui a déjà programmé des jeux lui-même, et qui, enfin, c'était pas vraiment du coup le DRH qui a jamais touché à quoi que ce soit, et à qui on a dit ah bah tiens il faut quelqu'un pour faire ça, et qui prend, et puis ensuite la tâche elle est faite en 2 semaines, et puis après il faut trouver du boulot, et on gâche un petit peu les ressources de la personne. Donc ouais, mais même du coup en travaillant dans le domaine que je fais, donc le système, les réseaux, il arrive que je n'ai pas beaucoup de tâches à faire à ce niveau-là et que il soit plus prioritaire de passer sur autre chose, type bah, le gameplay par exemple, ou type d'autres trucs moins amusants que d'autres. Ça, ça arrive. Et du coup, bah là, c'est comme dans tous les boulots, hein, on fait pas forcément tout le temps ce qu'on aime, mais l'essentiel c'est quand même de le faire le plus souvent. Donc, donc ouais, à ce niveau-là, ça dépend vraiment comment vous vous positionnez, ce que vous êtes prêt à faire, ce que vous voulez faire. Il y a plusieurs métiers, plusieurs niveaux dans le développement du jeu vidéo, comme dans le développement de pas mal de programmes au final. Et là, ça dépend de comment vous positionnez. Si vous aimez bien faire le gameplay, hein, j'ai un collègue qui adore le gameplay, eh ben il est content. Il est très content, sauf quand il fait pas de gameplay. Ça arrive, ça arrive. Euh, mais, euh, mais je pense que ouais, dans ma boîte, on a la chance d'avoir plus ou moins tous trouvé notre place. Je vais dire depuis le début jusqu'à maintenant, sachant que je travaille là depuis bah, 1 an et demi.
Voilà, bah oui, voilà, ça fait 3 ans que je bosse dans le jeu vidéo, 1 an et demi dans l'autre boîte, 1 an et demi dans celle-ci. Je préfère celle-ci, je le dis. Voilà, voilà. Qu'est-ce que tu penses de l'utilisation des stagiaires dans l'industrie du jeu vidéo? Là, il y a Max qui a partagé un lien. C'est quelque chose qui revient régulièrement, ce problème, de respect, du droit du travail. Est-ce que c'est des choses que toi, tu as déjà rencontrées? Est-ce que c'est des choses qui te semblent courantes? Quand tu postules dans une boîte de jeux, est-ce que c'est quelque chose auquel il faut faire attention? Alors, il faut se méfier. Il faut se méfier. Il y a pas mal de boîtes qui, comment dire, font une moitié de l'équipe en CDI et l'autre moitié en stagiaire. Apparemment, ça se fait pas mal. Ça se fait pas mal. Et le gros problème, c'est que les stagiaires, on les prend quelques mois pour pas cher du tout. Hein, on va pas se mentir, hein, je crois que c'est 4 fois moins qu'un dev de payer. Je connais pas non plus le montant brut des stagiaires, mais à mon avis, il est pas très très élevé, donc c'est entre 2 et 4 fois moins cher qu'un vrai dev, mais pourtant ça fait le même boulot. Parce que les stagiaires, ben, on leur promet, souvent on leur promet de dire, ah bah tiens, on leur dit, ah tiens, t'inquiète pas, à la fin de ton stage, on t'engage. Ouais, sauf qu'il n'y a pas de promesse d'embauche, il n'y a rien. Il y a juste une promesse en l'air sur laquelle le stagiaire va se reposer, il va se dire, ah bah tiens, cool, si je travaille bien, il va m'engager et tout. Sauf que non, à la fin, le stagiaire, il termine son contrat, on lui serre la main, on lui dit au revoir, et on prend un nouveau stagiaire. Voilà, ça c'est... je connais une boîte qui fait ça. Je sais pas si c'est légal, moi je trouve ça dégueulasse, je le dis. Mais je sais que ça se fait pas mal. Je sais que ça se fait pas mal. Et méfiez-vous. Franchement, si vous êtes stagiaire et que vous bossez dans une boîte où on vous promet un truc à la fin, ne vous... franchement, ne vous donnez pas corps et âme pour ça. Ne vous donnez pas corps et âme. Non, juste non. C'est quelque chose, faut que vous l'ayez en tête. Faut vraiment que vous l'ayez en tête. Moi-même, j'ai eu la chance, si c'est une chance, hein, je ne sais pas, de ne jamais avoir vraiment été stagiaire. Mais j'ai travaillé avec des stagiaires qui, franchement, bah, bossaient plus que moi dans mon ancienne boîte. Hein, je le dis, j'avais des stagiaires qui bossaient plus que moi dans l'ancienne boîte et qui étaient payés 3 fois moins que moi. Et du coup, bah... Oups, le micro. Et du coup, bah... Voilà quoi. Et je sais que ces stagiaires, on leur a dit ouais, t'inquiète, à la fin, on t'engage et tout. Ouais, 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 ouais. Je les ai pas revus après leur stage. Hein. Je les ai pas revus. Donc, méfiez-vous. Franchement, méfiez-vous. Bon voilà, c'était le sujet, polémique. Alors revenir sur un truc plus technologique, il y a beaucoup de développement de nouvelles technologies liées aux jeux, en ce moment. Alors quelqu'un parlait par exemple, plutôt du pas du streaming, du jeu, des jeux, comment ça s'appelle? Où tu as la console qui est déportée, j'ai oublié le nom, La du gaming. console qui est déportée, le cloud gaming. Ah merci, le cloud gaming. Ou voilà, donc le cloud gaming où il y a de technologies telles que, la réalité virtuelle qui marche pas mal en ce moment, la réalité augmentée. Voilà. Est-ce que c'est des technologies que tu as déjà utilisées ou déjà testées sur des projets pro ou perso? Qu'est-ce que tu en penses de toutes ces technologies par rapport à l'avenir du jeu vidéo? Est-ce que Alors, je tiens à faire passer un message. S'il y en a l'un d'entre vous dans le chat ou dans les spectateurs qui a trop d'argent, j'aimerais bien m'acheter un HTC Vive et ça ferait un très beau cadeau d'anniversaire et c'était il y a pas longtemps. Voilà. Bon, plus sérieusement, j'ai déjà utilisé un HTC Vive, justement chez Janice du public. Hein. Je suis allé chez lui utiliser le Vive pendant. J'ai bien dû jouer entre 30 minutes et 1 heure au total. Et c'est quelque chose que je trouve vraiment très intéressant. Vraiment très très intéressant. Euh, Moi, clairement, le jour où je m'achète un HTC Vive, je me lance dans le dev là-dessus. Je crois que je me mets à streamer du dev d'HTC Vive. Si ça peut en motiver certains à m'envoyer de l'argent. Euh, non, donc plus sérieusement, ouais, c'est une plateforme que j'aime beaucoup, vraiment que j'affectionne beaucoup. La réalité augmentée, c'est quelque chose que j'ai aussi pas mal utilisé, mais je trouve ça essentiellement moins marrant. J'ai pas vu beaucoup en fait de jeux
qui exploitait vraiment, enfin qui, voilà, c'était tout le temps à peu près les mêmes mécaniques, c'était marrant, marrant 10 minutes, et puis voilà, hein, ça, voilà. La réalité augmentée, je suis sûr, on peut faire des trucs super cool avec, mais j'ai jamais moi-même constaté vraiment un truc bien à ce niveau-là. Alors que j'ai l'impression que dans tout ce qui est réalité virtuelle, c'est en train de se développer et de faire des bons gros jeux en final. Bon, ça coûte cher, voilà. Ça coûte cher, mais tu as des jeux, tu en as pour ton argent en fait, de plus en plus j'ai l'impression. Et, euh, et oui, la réalité virtuelle est en train de s'ouvrir, comme vient de le dire Janice, enfin, aux moteurs de jeu. Les moteurs de jeu mainstream, Unity, Unreal et tout ça, te permettent de faire des jeux en réalité virtuelle assez facilement, sans trop de problèmes. Donc ouais, c'est quelque chose que je pense avoir beaucoup d'avenir. C'est juste le problème, c'est le prix des casques. Forcément, tout le monde n'a pas 600 € à mettre dans un casque, en plus de au moins 1000 € dans un grand PC, enfin dans un bon PC qui peut faire tourner les jeux en VR, parce qu'il faut savoir que ça consomme énormément. Donc c'est quand même pas mal d'argent à mettre dedans. Et quand on regarde les stats Steam, au final, il n'y a pas grand monde qui a un casque par rapport au nombre de gens qu'il y a du coup dans qu'il y a sur Steam. Et pour rebondir sur le cloud gaming, alors c'est personnellement quelque chose que j'aime pas. C'est quelque chose que j'aime pas pour des raisons qui ont été évoquées dans le chat. Il y a plein déjà la fausse pub. Alors je vais pas en citer, je vais pas citer des gens qui font, enfin des sociétés qui font de fausses pubs, mais je vois beaucoup de sociétés dire ah ouais, un PC toujours à jour, etc. Voilà, votre PC en cloud gaming, ça vous coûte seulement 40 € par mois, et avec ça, vous pouvez avoir déjà un PC qui est au top et tout. Alors, déjà non. Quand on regarde les stats, non. Enfin, les stats, les spécifications plutôt des PC en question, non. C'est pas des jeux. Enfin, autant ouais, ça peut faire tourner plein de trucs, autant ça fait pas tourner les plus gros jeux. Mais ça, il faut vraiment déjà le vouloir. Et il faut aussi savoir que, comment dire, niveau disque dur, etc., vous êtes très souvent limité. Niveau RAM, enfin, moi par exemple, attends, je suis à combien d'utilisation de RAM là maintenant? Là maintenant, juste comme ça, en ayant pas grand chose de lancé, voilà. Donc je le montre, je suis à 15 Go de RAM utilisé. Les PC que j'ai vus en cloud gaming étaient à 12. Autrement dit, ce que je fais moi tourner là, sachant que j'ai pas grand chose de très gourmand, bon, à part mes 46 onglets Opera d'ouvert, ce genre de PC ne pourrait pas le faire tourner. Donc déjà, la promesse, ouais, ça fait tout tourner à fond et tout, c'est faux. Ensuite, le côté réseau. On l'a aussi dit. Le côté réseau. Ça, non. 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 Juste non. Comment dire? Il y a pas mal de témoignages, j'ai jamais utilisé, hein, je précise, mais il y a pas mal de témoignages qui disent que comment dire, ton image peut tout d'un coup perdre en qualité, ton image peut tout d'un coup freezer pendant une seconde et puis repartir. Tu peux avoir des soucis d'encodage, etc. Et moi, personnellement, ça me gênerait. En plus de ça, évidemment, il y a le fameux délai de transmission. Alors, il y a plein de gens qui disent ouais, mais non, ils ont viré les délais et tout. Non, physiquement, il y aura toujours un délai. Plus important que ce que vous avez ici. Alors, avec la fibre, et si vous tapez sur un truc qui est dans un data center à 25 km de chez vous, je pense que vous le sentirez pas passer. Mais quand on sait qu'il y a des gens qui se mettent par exemple en 144 Hz, justement pour avoir une grosse précision au niveau des inputs, c'est vraiment des hardcore gamers, hein. Ils font ça pas que pour ça, au niveau des écrans bien sûr. Mais là, tu te dis, voilà, les gens quand même, ils arrivent à le sentir. Sachant que moi j'avais fait un test, je crois qu'à partir de 20-30 millisecondes, je sens l'input lag. Je sens vraiment l'input lag. Donc 20-30 millisecondes, c'est deux images. C'est deux images de retard. Mon ping habituel, il est à 50-60. Deux fois ça. Ok, j'ai pas la fibre, malheureusement. D'ailleurs, si vous voulez m'acheter la fibre, n'hésitez pas. Euh... Et, euh... Et du coup, oui, qu'est-ce que je disais? Merde, j'ai oublié, j'ai perdu ce que je disais. Ah oui, en plus de ça, on va arriver sur les écrans 4K. Évidemment, 4K, c'est 4 fois plus que le 1080p en termes de pixels à envoyer. Parce qu'on augmente 2 x 2 par là et x 2 par là, donc 2 x 2 ça fait 4, la dernière fois que j'ai vérifié. Et enfin voilà, les besoins sont assez énormes.
les besoins sont assez énormes au final et je pense que c'est quelque chose. Je sais pas. C'est. Moi, j'y crois pas. J'ai jamais essayé, je le dis, hein, j'ai jamais essayé. Mais je pense pas que déjà ça soit à la hauteur de ce que ça promet d'être et que ça ait vraiment un avenir. Il y a des gens à qui ça peut convenir. Hein. Il y a des gens qui ont pas vraiment. Qui bougent très souvent, etc. Qui ont pas envie de trimballer leur PC, ok. Qui ont pas envie d'acheter un PC portable, non mais ok. Pas de souci. Ça peut. Il y a des gens à qui ça peut convenir. Mais la démocratisation de ce truc-là, j'ai pas trop envie. Pas trop envie dans le sens où. Pour moi, c'est un peu une aberration, dans le concept même. J'avais annoncé au fait le partenariat avec Shadow pour ce soir. Quoi, allemand? Est-ce qu'ils ont déjà, est-ce qu'ils ont déjà acheté ces vibes? Parce qu'à ce moment-là, moi, je change tout ce que j'ai dit, hein. Y a pas de souci. Ils offraient 1 an gratuit à tous les gens qui sont sur le Discord. Tant pis. Non, puis bon, tu te dis aussi, allez, je prends Shadow, hein, je prends l'offre Shadow. Je sais plus si c'est 30 ou 40 euros par mois, dans le doute, je vais dire 30. Bah, tu te dis, t'es à 3 ans sur ce service-là. Si je fais un rapide calcul, ça fait 36 fois 30. Calcul savant me fait dire que que c'est 1080. 1080 euros, c'est le prix d'un PC qui dure 5 ans pour moi. Donc c'est même pas rentable. Et quand je dis PC qui dure 5 ans, je parle avant de changer un des composants. Pas tous. Donc pour l'instant, je trouve que c'est beaucoup plus rentable, beaucoup plus intéressant aussi d'avoir un PC chez soi. Euh, ok, tu casques cher au début, mais après, ça se tasse largement. Voilà. Pour répondre à ADS 00, c'est une société de cloud gaming qui fait pas mal de pubs en ce moment, Shadow. À Shadow, il y a eu un moment où ils ont fait une vague de pubs. Tu les voyais partout, mais vraiment partout. On va maintenant un peu plus parler de l'apprentissage du développement de jeux vidéo. Donc plus vraiment rentrer dans la phase d'apprentissage. Alors la première question, que tu te doutes, j'imagine. Il existe pas mal de formations, diplômes, certifications, voire rien du tout pour apprendre et devenir développeur de jeux vidéo. Ton point de vue, toi, sur les différentes formations, les différents diplômes, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui peut aider, qu'est-ce qui est vraiment inutile en général, voilà, dans toutes les offres de formation, gratuites ou payantes d'ailleurs. Alors, je vais répondre que je suis pas un expert de toutes les formations. Je ne connais pas le marché vraiment, vraiment spécialement. Je sais qu'il y a les MOOC qui se font pas mal, etc. Et Peut-être tu peux commencer par expliquer quelle formation tu as suivie. j'ai entendu la petite pointe à la fin. Ok. Alors, moi, il faut savoir. Donc, je vais refaire un petit récap du coup de mon parcours. Donc moi concrètement j'ai eu donc le CESS qui est l'équivalent donc en Belgique du bac qu'il y a ici en France. Spécialisé informatique et électronique. Enfin, j'ai appris l'électronique en gros, j'étais content. Ensuite je suis parti dans une école, ce qu'on appelle une haute école en Belgique qui était orientée à informatique et... Merde, c'était pas informatique et système, c'était informatique et de gestion. Il y a ça aussi en France je crois. Donc en gros, c'est de l'info un peu générale, avec des cours de compta. Bon, disons que j'ai eu une mauvaise expérience dans cette école, mais ça c'était plus la faute de l'école que de la filière. J'ai quand même changé de filière pour aller en informatique et système l'an suivant. J'y suis resté 1 an et demi et comment dire, j'avais pas l'impression d'apprendre grand chose. Dans la mesure où en fait, ok, il y avait des trucs cool. Ok, j'ai appris à synthétiser une base de données sur papier. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle, le truc qu'on utilise pour ça. À synthétiser une base de données sur papier avant de la faire, etc. Mais c'est des trucs que personnellement j'avais déjà fait, déjà appris un peu à faire parce qu'au final,
depuis mes 9-10 ans, au final, je programme. Alors, à 9-10 ans, je programmais pas comme je programme aujourd'hui, hein, clairement pas. Je bidouillais plus qu'autre chose, mais je me suis mis très tôt à la programmation. Et j'ai envie de dire que je me suis intéressé à pas mal de domaines. Et au final, ben, ce que j'ai appris durant tout mon apprentissage, donc de mes, on va dire 10 ans jusqu'à mes 19-20 ans, quand je suis allé en haute école, disons que c'était une grosse majorité de trucs que je connaissais déjà. Et bon, alors évidemment, j'avais plein de choses à apprendre encore, hein, ça je le dis bien. Mais le fait est que je m'ennuyais dans ces études-là et que moi, j'avais vraiment qu'une envie, c'était de me lancer enfin dans le marché du travail. Et il se trouve justement que dans ma deuxième année dans la nouvelle école, donc troisième année après le bac, bah, milieu d'année, j'ai eu une proposition pour bosser dans une boîte de jeux vidéo. Dans une boîte de jeux vidéo, justement, que je connaissais via un pote. Donc je connaissais un pote de longue date, le fameux ArtCPP qui passe de temps en temps sur Twitch et qui passe de temps en temps sur le Discord aussi. Qui était là au talk précédent et qui avait posé des questions, qui n'est pas là aujourd'hui. Je suis extrêmement déçu. Et il m'a fait rentrer donc dans sa boîte, parce qu'il cherchait un programmeur C++, et disons que j'avais pas mal joué avec le C++ depuis un petit moment. Et du coup, ben, je suis rentré dans la boîte et je m'y suis bien plu. Je m'y suis bien plu. Ça m'a demandé de déménager de la Belgique à la France. Je me suis dit, pour le boulot, bah, pourquoi pas, au final, pourquoi pas. J'étais assez attiré par la France aussi depuis le début, parce que voilà, au final, je sais même plus pourquoi. Nous non plus, on sait pas. Mais voilà, c'est quelque chose que je regrette pas du tout. Alors, j'ai appris avec le temps, parce que ça aussi, il faut vraiment s'en méfier. Le premier boulot, faites attention à votre premier boulot, parce que c'est lors du premier boulot que vous allez vous dire ah ouais, si on me demande ça, c'est normal, ça se fait partout, etc. Non. J'étais dans une boîte j'étais bien content de travailler dans cette boîte-là, mais au final, on m'a demandé pas mal de choses, rester après, enfin, j'avais des horaires qui me faisaient travailler jusqu'à 18h, et parfois il y avait des réunions qui commençaient à 17h30, et qui duraient 2 heures, et moi je croyais que c'était normal. Et j'ai appris que non. Et c'est le genre de boîte, enfin, voilà. Mais en gros, oui, au niveau des diplômes, etc., ben concrètement, j'en ai pas. J'ai le bac, et c'est tout. Et j'ai pas de diplôme autre. Cependant, je pense que j'ai quelque chose qui les remplace assez bien. Ça dépend après pour les entreprises. Déjà, j'ai de l'expérience. C'est-à-dire que je fais, comme les gens le disent dans le chat, je fais des projets en libre. Enfin, je fais des projets perso depuis 10 ans maintenant. Des projets, j'en ai fait plein. J'ai appris pas mal de trucs. Je sais me servir de pas mal de technologies. Je comprends certaines technologies. Et attendez, 2 petites secondes. Tu peux couper, s'il te plaît? Excusez-moi le téléphone. Et oui, du coup, en plus, comme le dit Femoun, j'ai bossé sur mon propre moteur de jeu, ce qui m'a appris énormément de choses. J'ai développé aussi des petits jeux sur le côté. Rien de voilà. Et au final, j'ai quelque chose que je peux vraiment, que je peux montrer. Alors, pas tant que ça en termes de galerie en mode ah bah tiens regardez j'ai fait ce jeu là, tiens regardez j'ai travaillé sur ce jeu là, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais plutôt en termes de code. Voilà, regardez, là j'ai fait un projet architecturé qui est stable, enfin qui a une architecture stable depuis des années. C'est vraiment, enfin, ça vaut pour moi plus qu'un diplôme. L'expérience vaut plus qu'un diplôme, la galerie vaut plus qu'un diplôme pour moi. Dans le domaine du jeu vidéo, hein, si vous êtes médecin, si vous voulez être médecin, non, non, là, non. Mais ouais, à ce niveau-là, donc ouais, je je ne vis pas mal parce que j'ai pas de diplôme. Franchement, ça va. Et je crois qu'on m'a jamais demandé un diplôme jusqu'ici. Bon, peut-être que j'ai eu de la chance. Ok. Ah oui, et quelque chose que Cola vient de dire, le réseau est aussi très important. Le réseau, donc, c'est typiquement bah, des connaissances. Des connaissances.
ici et là, qui peuvent te conseiller, qui peuvent te faire rentrer dans des boîtes, hein, même si elles sont en France. Typiquement, voilà, je suis rentré dans une boîte la première fois par mon réseau, enfin par un réseau, par des gens que je connaissais. Et sinon, oui, au niveau du développement de jeux vidéo, donc j'avais regardé d'autres boîtes avant de travailler dans la boîte actuelle, dans ma boîte actuelle. Et comment dire, il n'y en a pas beaucoup, au final, qui demandent vraiment des diplômes. Ce que les boîtes ont tendance à demander dans le domaine, c'est des compétences. Et si tu as les compétences et que tu es capable de démontrer, très important, de démontrer ces compétences par la galerie, par exemple, par le test technique, tout à fait, si tu es capable de démontrer que tu as ces compétences, eh ben ça vaut plus qu'un diplôme. Pour moi, ça vaut plus qu'un diplôme. D'ailleurs, je vais même aller encore un peu plus loin pour enfoncer le clou. Mon patron, par exemple, nous a dit un jour qu'il n'embaucherait jamais quelqu'un qui sortirait d'Epitech et qui n'aurait que ça. C'est-à-dire quelqu'un qui aurait fait Epitech et qui aurait dit bah voilà, je sors d'Epitech, engagez-moi. Et mon patron n'aurait jamais engagé cette personne-là. Pourquoi? Déjà parce que bon, il est d'un côté un peu plus personnel, il n'est pas fan de la façon dont on apprend les choses à Epitech. Bon, ça voilà, ça dépend des gens. Mais aussi parce que au final, tu sors d'une école, t'as pas d'expérience, t'as un diplôme qui te dit que t'as réussi un test, un examen. Ça te dit pas que tu as ces compétences-là, ça te dit juste que tu as réussi un examen qui cherchait à démontrer que tu as les compétences, mais ça montre pas que tu les as, les compétences. et, et mon patron, du coup, cherchait quelqu'un qui avait plus de choses à montrer. Voilà. Tu as devancé ma question, future question donc sur le portfolio, donc tu as déjà répondu. Donc pour toi, c'est indispensable, c'est même, c'est pas du tout quelque chose, d'anecdotique. Mmh, pour ceux qui veulent apprendre, comme tu conseilles enfin pas comme tu conseilles, mais l'une des approches donc, apprendre tout seul, autodidacte. Quelles sont les erreurs que tu as déjà vues, chez les autres? Évidemment, pas chez toi. Et qu'est-ce que, tu donnerais comme conseil pour éviter de, tomber dans les erreurs, tomber dans les pièges, quand on veut apprendre à développer un jeu tout seul? Première chose, ça peut paraître très étonnant venant de moi, mais première chose, ne commencez pas à programmer un moteur de jeu. Juste ça. Ne vous lancez pas en mode je vais faire un moteur de jeu et ensuite je vais faire un jeu. C'est l'erreur que j'ai faite et ça m'a coûté presque 10 ans. Entre le moment où je voulais faire mon jeu, entre le moment où je me suis dit ah j'ai une idée de jeu, je vais faire mon jeu, et le moment où j'ai vraiment commencé à le faire, donc là je parle d'Utopia, le projet sur lequel un de mes projets perso actuels, eh ben il s'est passé, alors c'était fin 2009 et j'ai commencé à faire le projet fin 2017. Le calcul est assez simple, il s'est passé 8 ans. 8 ans pendant lesquels j'ai développé, non pas un, mais deux moteurs de jeu, dont un qui s'est effondré. Et le deuxième que je développe toujours, Nazara, et sur lequel j'ai pas mal de choses à apprendre, mais au final, moi qui voulais faire un jeu, j'ai fait un moteur. Et c'est pas pareil, c'est pas du tout pareil. Ce n'est pas du tout une étape obligatoire pour faire un jeu. Si vous voulez faire un jeu, reposez-vous sur des moteurs de jeu. Ça, c'est vraiment le gros conseil que je peux donner. À ce niveau-là, il n'y a pas photo. Si vous voulez... Enfin, franchement, si votre objectif c'est de faire des jeux, je vous conseille de partir sur des petits jeux simples, pas sur votre idée de MMORPG 3D dès le début, parce que même avec un moteur de jeu, le MMORPG 3D, vous pouvez vous gratter. Si vous êtes débutant, c'est même pas la peine d'essayer. Il y a énormément de débutants qui se ratent là-dessus. Et au final, un vrai gros triple A, il y a plein de gens qui veulent en faire. Mais un vrai jeu triple A, ça demande beaucoup de budget, ça demande beaucoup de personnes, de compétences différentes, de moyens, parce que voilà, MMORPG 3D, enfin un gros MMORPG par exemple, c'est plein de serveurs. Les serveurs, ça coûte de l'argent. C'est plein de compétences réseau à avoir, c'est plein de compétences au niveau des clients, des serveurs, etc. C'est plein de petites choses par-ci à droite à gauche, auxquelles on ne pense pas. Et donc vraiment le conseil que je peux donner à un débutant, ne fais pas de moteur de jeu,
fais un jeu en utilisant des moteurs appropriés à côté. Et vraiment, c'est le gros conseil que je peux donner. Ne suis pas mon exemple. À ce niveau-là, moi, j'étais débutant, je me suis dit, ah bah tiens, je vais faire un jeu. Ah bah non, attends, je vais faire un moteur de jeu. Ça va prendre quelques mois. C'est vraiment ce que je me suis dit. Il y a 8 ans, je me suis dit, ouais, ça va prendre quelques mois. Bah 8 ans plus tard, le moteur de jeu, il est pas fait. Hein. Enfin, il est toujours pas fait. Il est toujours là. Il est toujours là, il avance. Mais il est toujours pas fait. Et ouais. Non, vraiment, si votre objectif c'est de faire un jeu, faites pas un moteur. Si votre objectif c'est de faire un moteur, faites un moteur. Mais vous ferez pas un jeu. Pas tout de suite en tout cas. T'as déjà C'est vu des, un pa- code fini? Me demande Cola Cola, c'est-à-dire. c'est des paroles de vieux con, ça. C'est des paroles de vieux con. Mais faut croire qu'au final je deviens un vieux con. Alors, j'ai une dernière question et après on va, ouvrir le vocal pour tous ceux qui veulent intervenir, à l'oral. Donc préparez vos questions, il y a beaucoup de choses qui tournent. Alors la dernière question que j'avais à poser, donc tu n'as pas fait toi d'école particulièrement de jeux vidéo, mais, est-ce que tu peux te donner, ton avis, ce que tu en penses, en général des écoles? Alors aussi bien des formations, publiques type, licence, master, DUT, BTS, donc des choses, écoles publiques, hein, que, bah, les écoles privées, qui sont chères parfois et bah, les écoles spécialisées en informatique, les écoles plus générales, heu, les écoles plus générales de non, j'ai dit quoi? Les écoles générales d'informatique ou les écoles, vraiment spécifiques pour le développement du jeu vidéo ou pour apprendre à être, graphiste dans le jeu vidéo, ce genre voilà. Qu'est-ce que tu en penses toi des formations, écoles, tout ça? Euh, le gros reproche que je fais aux écoles actuelles, c'est de ne pas suivre en fait l'évolution de l'informatique. L'informatique est un domaine qui évolue extrêmement vite. C'est probablement le domaine qui évolue le plus vite, d'ailleurs. Le domaine moderne qui évolue le plus vite. Hein. Je ne compterai pas le porno ou des trucs comme ça. Mais ouais, c'est un domaine qui évolue extrêmement vite. Et les écoles n'ont pas un fonctionnement vraiment adapté à ça. C'est-à-dire que les écoles passent des années à pas apprendre, mais à former des enseignants pour qu'ils apprennent des choses. Et le problème, c'est que ces choses, d'une année à l'autre, ne vont plus être valides. C'est-à-dire que ça, c'est le gros souci. C'est que les écoles sont faites, les écoles de fonctionnement actuel, sont faites pour des domaines qui évoluent beaucoup moins vite. Il y a une découverte, il y a une découverte par exemple dans plein de domaines, il y a une découverte en médecine par exemple, eh ben on te l'apprendra l'an prochain, à l'école bien sûr. Ou alors on te l'apprendra peut-être 3 ans après. Ça, c'est des choses. Mais pour l'informatique, ça évolue beaucoup, beaucoup plus vite. Et le problème, c'est que les écoles ne suivent pas ça. Et du coup, il y a plein de gens qui vont dans les écoles et qui n'ont pas forcément, enfin, qui n'ont pas développé un esprit critique à ce niveau-là, qui vont se dire, ah bah on m'enseigne ça, donc c'est vrai. On peut pas forcément leur en vouloir, c'est le principe d'une école aussi. Et bah leur école va pas du tout être à jour. Et ensuite, ils vont se retrouver confrontés soit à des communautés de programmation qui, elles, ne vont pas du tout, enfin, qui vont suivre justement la vague et, euh, et travailler dans le moderne. Je pense au nombre de personnes qu'on a vu passer ici sur Notaname qui tout simplement, n'avaient pas de connaissance du C++11. Le C++11, par exemple, c'est du C++ moderne, donc qui est sorti en 2011, il y a 7 ans, et le nombre d'écoles qui en parlent est encore beaucoup trop faible. Le nombre de la littérature même qu'il y a là-dessus est beaucoup trop faible. Il y a le C++, dans le langage par exemple, j'en avais parlé la dernière fois aussi, est un des langages les moins bien enseignés à cause de ça, à cause du fait que pendant, je ne sais pas moi, pendant des années, hein, pendant une période d'un peu plus de 10 ans, bah il n'a pas évolué, on l'utilisait d'une certaine façon. Et puis le C++11 est arrivé, il a tout cassé, vraiment tout cassé, c'est pas juste ouais j'apprends ça, puis ensuite j'apprends le C++11, non, c'est tu apprends le C++11 ou tu n'apprends rien. C'est une grosse cassure. Et ça par exemple les écoles ne le suivent pas. Et ça c'est un gros problème que j'ai avec les écoles. C'est elles ne suivent pas le goût du jour et elles ne sont pas forcément intéressées pour suivre le goût du jour. Donc
Donc, tonton Chino demande après, dans les écoles, on te pousse à faire de la vieille techno, donc après, toi, te documenter et te mettre à jour. Bah, le problème, c'est que tu apprends des vieilles techno et tu vas avoir tendance à te reposer dessus. Ça va te donner une mauvaise base en fait. C'est un peu comme le tutoriel d'Open Classroom dont je parlais la semaine passée. Ça te donne une mauvaise base pour commencer en C++. Tu ne peux pas, par exemple, apprendre correctement, apprendre le C++ sur Open Classroom et puis te dire ah bah tiens maintenant j'apprends ce que je ne connais pas parce que tu vas devoir casser tout ce que tu connais déjà, enfin tout ce que tu as appris là-dessus. Donc ouais. Après évidemment il y a pas mal de boîtes où l'évolution ne se fait pas non plus. Donc voilà. Et pour revenir un petit peu sur le sujet, parce que je crois que j'ai un petit peu dérivé, euh, pour revenir un peu sur le sujet, parce que voilà, ce que je reproche aussi aux écoles, c'est de vendre un peu trop de rêves. Typiquement, je vais pas citer de nom, hein, 42, 42, 42. Il y a- Épithèque, épithèque, épithèque. Il y a des écoles, il y a des écoles qui te vendent un peu trop de rêves et qui te forment un peu, enfin qui te disent ouais si vous sortez d'ici, vous irez bosser dans les meilleures boîtes qui existent, vous aurez un salaire à 50 000 euros par an ou par mois même, on sait jamais, parce que 50 000 euros par an ça va encore, ça passe. Euh, Ça dépend où tu bosses. Mais on te vend du rêve et au final, ce qui se passe, et c'est malheureux, ce qui se passe, c'est que les gens qui sortent de ces écoles-là vont être engagés pour ce qu'on appelle vulgairement pisser du code. C'est-à-dire juste des programmeurs qui vont avoir leurs petites tâches à faire, qui vont programmer leurs trucs sans aucune passion, sans aucune créativité, sans rien d'autre derrière que faire du code. Et pour moi, c'est pas ça être programmeur. Pour ça, c'est pas ça. Et voilà, c'est un des reproches que j'ai à faire à ces écoles. Et tu m'avais demandé aussi au niveau du prix. Donc là je prends un exemple clair. Les écoles privées à 5 000 euros par an, voire plus. Sérieux les gars? Sérieux, tu commences la vie. Enfin, tu commences ta vie, t'as fait 5 ans dans une école, t'es endetté à 25 000 euros. Même moi, j'ai pas autant de dettes. Je dis ça parce que c'est une blague commune sur le Discord que je croule sous les dettes. Ce qui était, mine de rien, assez vrai. Euh, Cola dit aux USA ça fonctionne comme ça. Ouais, mais aux USA, il y a pas mal de choses qui sont différentes, notamment à ce niveau-là. Au niveau des impôts, par exemple, c'est totalement différent. Au niveau du. Ne serait-ce que la mutuelle, c'est totalement différent. C'est pas pour ça qu'il faut se reposer là-dessus. Donc, ouais. Alors, bon. Si. Moi, ce que j'aime pas aussi dans ces écoles, c'est l'esprit élitiste. C'est l'esprit élitiste qu'il y a dans ces écoles. Je pense notamment au fait qu'on vous dit ouais, vous êtes les meilleurs, vous êtes l'élite, il y a une énorme sélection au début, c'est vous qui êtes passé. Bah après, ça te renforce dans ton idée que tu es l'élite, que tu es le mec qui, enfin, tu es l'élu parmi les programmeurs, qu'au final, ce que tu sais, tu es l'une des rares personnes à le savoir. Ce que tu sais, c'est quelque chose que personne ne peut remettre en question, parce que si quelqu'un le remet en question, c'est parce qu'il ne fait pas partie de l'élite. J'exagère, bien sûr, mais c'est quelque chose que j'ai déjà vu beaucoup trop de fois. J'ai déjà vu des gens sortant d'Epitech, à qui on disait oui, bah écoute, ce que t'as appris à Epitech, c'est pas bon. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est plutôt ça. Et le mec disait non, Epitech c'est bien et tout. Il y a aussi le fait qu'évidemment, quand t'es endetté à 25 000 euros, t'as envie de croire que. T'as envie de te dire ouais, finalement les cours ils étaient bien, hein. Alors bon, je casse pas trop du sucre sur le dos d'Epitech non plus, hein. Il y a plein d'écoles dans ce style-là. Mais, euh, mais c'est quelque chose qui pour moi retarde l'apprentissage. Et je trouve ça même assez meuf. Pas malfaisant, merde. Il y avait un mot pour ça. Euh, Nuisible? Non. Non, c'était en. Dérangeant? Ouais, là j'ai perdu mon mot. Enfin, Je sais voilà. pas. Voilà. Bon, bah, merci, pour, toutes ces réponses. On refera de toute façon, je pense, des lives, sur les jeux vidéo, sur des plus peut-être des points particuliers, sur les formations, sur, les game jams ou ce genre de choses, d'autres fois donc et on invitera d'autres personnes. Voilà, donc on va pouvoir commencer passer, bah, à la discussion plus libre. Donc on va ouvrir le Discord. Alors, passez pas, ne conservez pas la parole pendant 5 minutes. Essayez de faire des interventions courtes
et voilà et laisser parler les autres, pas tous en même temps. Voilà, je vous remercie. On va ouvrir. Je te laisse faire Linux? Alors j'ai ouvert les permissions, donc ceux qui veulent parler, vous devez quitter et revenir dans le canal vocal. Là j'ai plus le notif, donc ça gênera pas. Donc quittez le canal et revenez-y, et on vous écoute. Oui, bonsoir. Alors, avant que ça connecte, déconnecte. Avant, que vous interveniez, j'aimerais savoir qui, bosse dans le jeu vidéo, qui est étudiant dans le jeu vidéo, qui a l'intention de bosser plus tard dans le jeu vidéo? Voilà, quand vous prenez la parole, n'hésitez pas à le préciser. Et le web? Vous avez oublié le web. On a oublié quoi? Vous m'entendez? Allô? Bah oui, on t'entend. Ouais, ok. Bref, moi, moi je travaille dans le web. Concernant ton intervention, Linux, moi j'ai bien aimé. Sauf que, comme tout à l'heure j'ai dit, les écoles ça apporte quand même pas mal de choses, surtout en termes de réseau. Que toi tout seul en autodidacte, c'est vachement plus compliqué de former ton réseau. Et après, en termes de coût, bon, j'avoue que c'est un peu de l'arnaque. Mais si on se base que là-dessus. Mais moi, par exemple, l'école où je suis actuellement m'apporte pas mal en termes de réseau. Ça m'a ouvert pas mal de portes. Et après, en termes d'apprentissage, il y a quand même une grosse partie où c'est toi qui dois te former, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça. Après, les intervenants, ça dépend. C'est du bon, il y a du bon et il y a du mauvais. Et moi, j'avais une question. C'était, vu que j'y connais strictement rien du tout en jeu vidéo, quelle est la différence de salaire pour un développeur junior, par exemple? La... Pardon. La différence de salaire... Bah Entre écoute... un développeur junior dans le web et vous dans le jeu vidéo. Ah, la différence de salaire entre quelqu'un dans le web et quelqu'un dans le jeu vidéo, c'est ça? Ouais, parce que moi, on m'a dit des choses, mais c'est une personne qui m'a dit ça, donc après, j'aimerais plus avoir d'avis, en fait. De ce que j'en sais, tu es mieux payé dans le web que dans le jeu vidéo. De ce que j'en sais, si tu veux bosser dans le jeu vidéo, il y a vachement intérêt à ce que ça soit ta passion. Pas que ça soit pour l'argent. Mmh. Ok, ok. Ok. Bah, venez tous faire du React, c'est mieux payé, alors, les gars. Est-ce Voilà, moi, je peux laisser la parole à quelqu'un, si vous voulez. que quelqu'un d'autre veut poser une question? Je Alors, vois notamment certaines personnes qui, je pense, sont développeurs de jeux vidéo aussi sur le chat, donc n'hésitez pas à intervenir. Alors je précise, je crois que vous êtes... Attendez, je vérifie éventuellement. Ouais, non, le serveur mieux est désactivé, donc vous avez juste à vous démute. Voilà. Allô? Ah, nickel, merci. Moi j'ai une question. C'est les boîtes de jeux vidéo, elles recrutent. Enfin, admettons que je fais mon projet en solo et du coup je vais être assez polyvalent. Je vais faire un projet, je vais faire un peu de texture, d'animation, de gameplay, de code réseau, mais je vais exceller dans aucun domaine. Mais après, à côté de ça, je serai polyvalent. Est-ce que c'est quelque chose qui va intéresser une boîte de jeux vidéo? Oui, oui, c'est quelque chose qui va intéresser une boîte de jeux vidéo. Ça dépend toujours des besoins au niveau du jeu, ça dépend. Ça peut intéresser plus les startups, pour le coup. Ça peut intéresser plus les startups que les grosses boîtes qui auront plus de moyens et qui auront mis plus de moyens à ce niveau-là. Mais ouais, les startups, c'est quelque chose qui clairement les intéresseront. Après, on va te demander on risque de te demander de justement exceller un peu plus dans certains domaines. Donc il faut être prêt à apprendre. Et mais ça, comme ça a été très bien dit dans le chat, je l'ai vu passer, un autodidacte, c'est quelqu'un qui aime apprendre. Et ça, je pense qu'il faut l'être. Il faut l'être, mais ça, peu importe le domaine, il faut l'être. Très bien. Bah, je te remercie. Et Dragon Joker a dit qu'il voulait pas intervenir. D'accord. Ah bah n'interviens pas. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Il y avait des questions écrites sinon qui sont passées auxquelles on peut répondre. Ah, Oui, Atsumara oui. qui nous demande s'il peut intervenir. Oui, bien sûr, interviens. Ouais, vous m'entendez? Oui.
Ok. Ma question est la suivante. Est-ce qu'il y a des langages qui ont plus d'avenir en termes de développement ou de stabilité ou de chances de trouver un emploi? Tu parles, enfin, c'est par rapport aux jeux vidéo ou c'est en général? Les deux. Euh, c'est, JavaScript. attends, hein. Genre, C'est quelque je... chose. Mhm. Attends. Ouais, donc je disais, c'est quelque chose, ça dépend pas mal du domaine. Si on prend par exemple le web est probablement l'un des domaines de l'informatique qui évolue le plus vite. C'est-à-dire que je prends Flash. L'exemple de Flash, par exemple, Flash, bah en quelques années à peine, ça a disparu. C'est quelque chose qui était utilisé pratiquement partout, et en quelques années à peine, ça a disparu. Et tous les mecs qui faisaient du Flash, bah, pas de l'action script, je sais plus comment ça s'appelle, mais tous ces mecs-là, par exemple, bah, voilà, je suis sûr qu'ils ont dû se reconvertir, par exemple. Donc, ouais, le web, ça évolue pas mal. Donc, si vous apprenez le JavaScript, à mon avis, dites-vous que ça va durer au moins 10 ans, je pense. On peut au moins se partir là-dessus. Mais qu'il risque d'avoir une autre technologie qui va détrôner. Surtout qu'il y a déjà WebAssembly qui est supporté sur la majorité des navigateurs et qui permet d'utiliser le langage de votre choix. Donc c'est pas un remplacement de JavaScript, hein, c'est juste, ça autorise tous les langages sur le web côté client. Après oui, comme le dit Lanis, le JavaScript s'est démocratisé parce que c'était bien plus pratique d'avoir un mec qui savait faire du JavaScript côté client et qui ensuite pouvait partir côté serveur parce que c'était le même langage. En gros. Mais sinon, d'autres technos qui ont de l'avenir, bah, le C# est très en vogue en ce moment avec Unity, ça y a pas de souci. Mais c'est rattaché à un moteur de jeu, c'est-à-dire que si Unity dit ah bah tiens, nous on n'utilise plus de C#, bah tu l'as un peu dans le cul. Voilà. Après, si, à mon avis, le C++ va rester un des langages de prédilection du jeu vidéo encore un bon moment, mais il risque lui aussi d'être remplacé par une meilleure solution. Après, le C++ est surtout utilisé pour le développement moteur, système, etc. Moins pour le gameplay, mais par exemple une Real Engine, bah, le gameplay c'est du C++. Ou du Blueprint, mais à mon avis, les Blueprints c'est pas pour faire des trucs très très compliqués non plus. Euh, Au final, je dirais vraiment, ce qu'il faudrait, c'est être polyvalent, être capable de dire, ok, je maîtrise plus d'un langage. Je me suis fait les dents sur C++, je me fais les dents sur Rust, je me fais les dents sur C#. Je suis polyvalent et si jamais on me demande un jour de faire du Java, bah, j'ai des bases en Java et je peux apprendre ce que je ne sais pas très rapidement. D'accord. Alors Ok. Max dit C# c'est Microsoft, il y a peu de chances que ça dure pas. Mais je parle de C# dans le domaine du jeu vidéo. Pour l'instant, ça ne tient qu'à quasiment un seul moteur. Sans Unity, le C# dans le jeu vidéo. Voilà, voilà. Quelqu'un d'autre souhaite intervenir? Alors, je réponds juste à nous, mais Unreal Engine 4, c'est C++. Pourtant, j'ai souvent entendu dire que c'était un mauvais plan d'apprendre plusieurs langages qui va mieux en focus un particulier. C'est faux. C'est faux. Faut pas en apprendre plusieurs en même temps. Faut éviter. Mais clairement, un bon programmeur est un programmeur qui sait programmer en plusieurs langages. Enfin, en plus d'un langage. Apprendre, oui. Maîtriser, non. Oui, aussi. Maîtriser un langage, c'est long. Surtout quand c'est le C++. C'est pas possible de maîtriser le C++. Moi, je dirais que c'est impossible de maîtriser aucun langage, en fait. Parce qu'il y a toujours mieux. Tu peux toujours faire évoluer, il y a toujours plein de choses à apprendre. Brainfuck, je pense qu'il est possible de le maîtriser, non? Ouais. Ça dépend où s'arrête la maîtrise. Mais ouais. Sinon, dans les questions du chat, histoire de répondre à des personnes qui n'ont pas de micro ou pas envie de parler, qu'en penses-tu des contrats de professionnalisation, apprentissage qui permettent d'aller de ce genre d'école sans payer? Donc là, en parlant d'Epitech, bah, pourquoi pas, hein, si ça te permet d'avoir certitude d'avoir un métier au bout et qu'en plus de ça, t'as ton école qui est payée, bah, te plains pas, pas clairement. Bien penser quand même à lire les petites lignes dans les contrats Ouais, avec carrément. les écoles. N'hésitez surtout pas à demander des conseils à des tierces personnes, pas juste vous lire le contrat et voir ça avec l'école ou l'employeur, mais vraiment demander des conseils extérieurs.
Oh, merci Elanis de parler des clauses de non-concurrence parce que j'ai failli oublier. Méfiez-vous de ça. Typiquement, dans mon ancienne boîte, j'ai un collègue, le fameux collègue qui m'a fait rentrer d'ailleurs, qui s'était mangé une clause de non-concurrence pendant 10 ans après la fermeture de son contrat. Donc en gros, il pouvait plus bosser dans le domaine du jeu vidéo pendant 10 ans après la rupture de son contrat. Voilà. N'acceptez pas ce genre de truc. Alors, pour info, légalement, une clause de non-concurrence doit être payée. C'est-à-dire, on considère que vous avez une perte de salaire ou d'employabilité et une clause de non-concurrence doit être payée par l'entreprise qui vous impose cette clause. C'est ça. Et elle n'est pas valide si elle n'est pas payée. Encore faut-il le savoir. Encore faut-il le savoir. C'est pour ça, pour tout ce genre de trucs, il faut surtout pas hésiter à demander des conseils parce que quand on débute, il y a plein de choses que l'on ne sait pas et les entreprises ont l'habitude de faire des choses qui sont pas légales, mais tant que la personne ne réclame pas, ça passe. Et forcément, c'est pas une bonne chose. Oui. What the fuck, donc dans le cas d'une clause, une fois ton contrat fini, la seule alternative c'est l'indé? Non, même indépendant, ça ne passe pas parce que c'est de la concurrence. Donc il faut que tu fasses autre chose que développeur de jeux vidéo. Donc typiquement, la personne dont je vous parle ne bosse plus dans le secteur du jeu vidéo. Et aussi, je connais pas le nom, les clauses de propriété, tout ce que tu produis appartient à l'entreprise. Bah typiquement, tout le code que je fais à mon boulot appartient à l'entreprise, ne m'appartient pas à moi. Après, pour les graphistes, je crois que c'est différent parce que, typiquement, ils retiennent le droit d'auteur sur ce qu'ils produisent, sauf si la boîte les rachète. Il y a un truc comme ça. Pour répondre à Fémon, si la boîte fait faillite, il n'y a plus de boîte, donc il n'y a plus de contrat valide, donc la clause de concurrence ne s'applique plus. Je pense que ça fait à peu près 1h30 qu'on a lancé le live, donc je pense qu'on va clôturer le live là. Ça fait c'est très bien, 1h30. De toute façon, on reviendra sur des discussions sur les jeux vidéo et d'autres sujets. Donc, n'hésitez pas à donner les thématiques qui vous intéressent, savoir ce que vous aimeriez que l'on discute. Il est prévu, alors la semaine prochaine, moi je suis en vacances, donc il n'y a pas de live, sauf si quelqu'un l'organise. Sinon, le suivant, normalement, ce qui est prévu, si Caspuck n'a pas oublié, ce sera un live avec lui pour discuter de tout ce qui est preuve, test unitaire, enfin, testabilité des logiciels, maintenance des logiciels, etc. Donc des choses un peu plus techniques. Ça va être moins fun que les jeux vidéo. Mais voilà. Et donc, sur le GitHub, il y a une liste de propositions de sujets qui serait bien d'aborder. J'aimerais. Je suis encore en ligne. Il y a des choses peut-être qui intéressera plus les graphistes ou ce genre de choses. Donc voilà, n'hésitez pas. Et c'est tout pour moi. Linux, est-ce que tu veux ajouter autre chose? Sortez couvert. Pardon? Sortez couvert. Ok, Voilà, c'est tout. c'est très bien, surtout qu'il pleut en ce moment. C'est ça, oui. Voilà, donc le live est disponible sur Twitch quelque temps et sera rediffusé après sur YouTube. Donc on mettra les liens et tout ça est sur GitHub. Voilà, merci à tous d'être venus, merci de vos interventions. On fera d'autres lives, donc normalement tous les jeudis à 20h. N'hésitez pas à vous connecter pour voir les thèmes qu'on vous propose. Merci à tous, bonne soirée. Merci à tout le monde. Alors je précise, s'il y en a qui ont des questions auxquelles on n'a pas répondu, je suis encore dispo 5-10 minutes par écrit. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. Tu vas stopper Twitch? Pardon? Twitch tourne toujours là. S'il y a des questions qui intéressent, je les mettrai. Enfin, comme ça on les voit.
Alors John, Twitch est déjà disponible et donc je pense que c'est 2 semaines ou 3 semaines dispo sur Twitch et après ce sera sur YouTube. Ouais, la rediff sera disponible quand... Ah quoi? Attends, elle est déjà disponible? Bah, sur Twitch, elle est disponible quelques minutes après la fin, non? Ouais, mais j'ai pas encore fini. Bah oui, apparemment elle est disponible. On peut déjà la voir, même si j'ai pas encore fini le live. Ah, c'est marrant ça. Ah oui, c'est vrai qu'on peut regarder Twitch en différé, c'est vrai. C'est marrant. Enfin voilà. Le lien s'il vous plaît. Ah, mais c'est sur le lien de la chaîne. Comment tu ne follow pas déjà? C'est en haut du Discord. On s'est amélioré avec le niveau du temps. La dernière fois, on est Ouais. passé 2h30, là 1h30. Moi je Ça dis va, ça va. ça va. Après, je t'avoue, j'aurais bien encore duré 10-15 minutes. Hein. Il y en a une qui aurait pas été d'accord. Elle a faim. John Batch me demande pourquoi 42. Comment ça? Ah oui, 42 parce qu'en fait, à la base, enfin, avant, il y avait un groupe sur Mattermost et Discord qui s'appelait le groupe 42, qui est ensuite devenu Notaname. Donc en fait, c'est juste une référence. Et pourquoi 42? Parce que le voyageur intergalactique. Rien à voir avec l'école. Hein. C'est moi ou la coiffure est de pire en pire chaque semaine? Elle est de pire en pire chaque semaine. De jour en jour même. Ouais, il faut savoir que Janice, ici présent, est un de mes collègues de boulot. Du Donc, coup, je peux attester que de jour en jour, c'est de plus en plus violent. Il a la chance de me voir chaque jour. Je comprends pourquoi tu avais une casquette dans les temps de tes premiers lives. Ah oui, donc je précise pour ceux qui sont encore là, si ça vous intéresse, le prochain live sera certainement ce week-end, dimanche 14h30. Là, c'est le développement d'un jeu vidéo que j'anime sur ma propre chaîne Twitch. Vous pouvez trouver le lien en cliquant sur mon petit pseudo, voir le profil. Ah merde, mode streamer activé, mais vous avez normalement le lien vers ma chaîne Twitch. Oui, je fais ma petite pub. Et alors? Si ça vous intéresse, à 14h30. Tu feras une annonce sur le Discord. Alors, il y a une annonce qui est automatique sur le canal live, qui ne ping personne par contre, à part ceux qui iront rejoindre le projet Utopia. Donc, si tu veux une annonce, tu peux rejoindre le projet Utopia dans Rejoignez les canaux. Et tu auras un ping du coup quand le live pour Utopia commencera à 14h30 normalement dimanche. Les bonnes adresses pour trouver des studios qui cherchent des devs. Bah, en vrai, la FJV. Hein. Ouais. Le site de la FJV. C'est une mine d'or pour ça. C'est quoi la MJV? La FJV. Attends, tiens. C'est je sais même plus. C'est Agence française pour le jeu vidéo et en gros ils ont une section emploi et stage et c'est un site du coup t'as toutes les références des gens qui postent. C'est que des annonces sérieuses. Il faut savoir que les studios de jeux vidéo payent pour poster des annonces d'emploi sur ce site. Et il y a énormément de gros studios ou de petits studios qui postent là-dessus. Et puis voilà. Et après ça, du coup, c'est plus à la chance. Mais je trouve que le site de Pôle emploi, pour le coup, quand tu laisses ton CV, pas quand tu fais des recherches toi, mais quand tu laisses ton CV et que c'est les entreprises qui vont voir la bibliothèque des CV, ça marche pas mal aussi, je trouve. Pour le coup, je confirme, le Pôle emploi, ça m'a aidé. Ouais, moi, ça m'a fait les deux jobs, moi. Bah moi, typiquement, le job que j'ai aujourd'hui, bah, c'est via Pôle emploi que mon patron a trouvé le CV. Ouais, pareil. D'ailleurs, je trouve que Pôle emploi est probablement le service le mieux foutu de France. Enfin, le service gouvernemental le mieux foutu. Alors moi, j'ai toujours eu une bonne expérience avec eux. Tu rigoles? Ah non, mais j'ai eu une très bonne expérience avec eux, très gentil. Ouais, tu veux que je te raconte ce qui est arrivé à Nina il y a 2 semaines? Bah vas-y, pourquoi pas.
Pôle emploi lui a donné rendez-vous genre à 8h30 du matin. Et puis en fait, elle a débarqué, c'était un jour férié, du coup personne ne bossait. Voilà. Ok, bon. Voilà. La Tous les dernière pôles fois emploi que- ne se C'est valent pas pas. ultra bien foutu quand même. Mais ça a le mérite d'exister, c'est bien. Tous les C'est pôles emploi bien. ne se valent pas. La dernière fois où j'étais en Pôle emploi, j'ai été radié de Pôle emploi avant même d'avoir fini mon inscription à Pôle emploi. Ah, c'est pas mal ça aussi. Donc ouais, je suis pas sûr qu'il soit très compétent. Ça dépend. Ça dépend des pôles emploi. Moi, sur la Par tour, contre, en j'ai vrai, rien à en dire. vrai, Pôle emploi, ça dépend des services. Je sais qu'à Lyon, ils ont un Pôle emploi spécial jeux vidéo et cinéma. Ils ont des pôles emploi spécialisés aussi. Et ça, pour le coup, c'est cool. Oui, Feymoon, c'est fini, sauf s'il y a des questions éventuelles auxquelles on pourrait répondre, mais sinon c'est fini. Hem, il y en a peut-être qui viennent, d'un autre Discord, French Game Jam. Si vous connaissez, des personnes, des admins là-bas, ce serait peut-être bien, organise un truc, commun ou un truc comme ça, ou des discussions, soit ou des game jams communes. Ça pourrait intéresser, Tu parles les du Discord French Game Jam ou d'un... ouais. Alors, ouais, bon, on a un petit partenariat, enfin ça se résume à une pub commune qu'on fait. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a dans les règles, il y a un petit lien pour leur Discord, c'est un petit partenariat. Sur leur Discord à eux, il y a un lien pour chez nous. Et ouais, carrément, carrément. Une petite game jam qu'on organiserait sur le Discord, ça me tombe très bien. Ah, Softyoda veut peut-être dire quelque chose. Bonsoir, non, c'est juste pour. C'est pas vraiment en relation avec, le live, c'est juste pour savoir par rapport au Game Jam et tout, euh, si vous comptez en faire, combien de temps ça se passerait, sur quoi. Enfin, voilà, c'est juste pour avoir des renseignements, mais voilà, quoi. Pour en savoir plus. Je suis intéressé peut-être aussi, c'est pour ça. GB d'hiver a peut-être un planning, enfin peut-être déjà prévu quelque chose, mais Non, on a discuté, plus ou moins formellement de ça entre nous. On avait déjà fait sur développer.com ce genre de plus des week-ends. Alors c'est pas vraiment des game jams, c'est plus des week-ends, de dev ou, avec une thématique ou pas. Je pense qu'il faudra voir ça avec, French Game Jam, si on organise un truc commun. Voilà, mais bon, rien de particulier. Ok, ça marche. pour répondre à Gutox, pardon vite fait. Petite question pour ceux qui connaissent la chaîne YouTube Post Process, vous en pensez quoi? Ben d'un côté c'est cool, parce que c'est de la vulgarisation justement centrée sur le jeu vidéo, donc c'est chouette. À ce niveau-là, il n'y a pas grand-chose à en dire. Le problème que j'ai éventuellement avec eux, c'est que de temps en temps, ils vont dans les détails, en continuant à faire de la vulgarisation, donc ils font penser qu'ils vont dans les détails techniques et tout, sauf que ça marche pas comme ça. Alors ça, c'est vraiment totalement personnel. Ton micro coupe un peu, mais en fait, c'est moi qui le coupe. En vrai, ça a le mérite au moins d'expliquer la base. Enfin, la base. Vite fait, mais ça a le mérite d'essayer de faire comprendre des trucs qui sont difficiles d'accès quand même. Ah ouais, ça bien sûr, mais c'est quand ils vont dans les détails, en fait, que ça me gêne. Quand ils vont un peu trop Moi, dans les franchement, je détails et trouve que pas assez. Enfin, ils ont un Discord en plus post-process et tout, et je trouve qu'ils sont assez bien parce que même sur un truc qui, du coup, genre le deep learning, là, récemment, ils en ont fait un. Et certes, c'est un truc super compliqué. Et ils ont réussi à donner envie parce que, certes, c'est pas un tuto, c'est juste la vulgarisation, donc tu comprendras pas comment faire. Mais ils donnent au moins envie de commencer à s'y mettre. Et puis, de toute façon, quand tu commences à s'y mettre, tu vas faire tes recherches en amont après ailleurs. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal. Après, c'est mon avis personnel, je pense. Hein, donc, Bah, c'est pas du tout orienté, pour ceux qui veulent, vraiment, se professionnaliser dans le jeu vidéo. Mais moi, personnellement, n'étant pas dans le jeu vidéo, je trouve que, leur façon de vulgariser est très, très accessible et très intéressante, donc moi j'aime beaucoup, Post Process. Ouais, bah j'aime bien aussi, hein. J'aime bien aussi. C'est juste, peut-être que je suis pas assez tolérant à ce niveau-là. Mais au final, j'ai rien à redire hein, quand il y a un nouveau post
putain, post-process. Je vais aller dire post-process. Un nouveau post-process qui sort, je me jette dessus comme tout le monde, je pense. Pas de souci. Bon, bah, je pense qu'on a fini, à moins que quelqu'un ait encore une question ou une remarque à faire. Moi, rien du tout. Eh ben, tant mieux. Bon, bah, c'était cool. C'était cool. J'aime bien. Petit format sympa. Donc, n'oubliez pas de m'envoyer de l'argent pour que j'achète un HTC Vive et la fibre. Et si, Et je la fais dérouler moi-même. Je fais mon propre opérateur. Et acheter son jeu. Et acheter son moteur de jeu. Ouais, et achetez mon jeu gratuit et mon moteur de jeu gratuit, s'il vous plaît. Achetez-les. Alors, Cactus, on ne fera pas de grade spécial pour les lives parce que on veut que tout le monde soit averti. Donc, définitivement non. T'as un lien vers ton moteur de ton jeu? Pardon? T'as un lien vers le moteur du jeu que t'as créé? Oui. Oui, je t'envoie ça, y a pas de souci. Alors, attends, déjà, niveau des sources, c'est là, et niveau d'une présentation, c'est là. Voilà. Cool, merci. Et le Vous, jeu... vous venez tous de Site du Zéro à l'origine? Pardon? Vous venez tous du Site du Zéro, enfin la communauté de Notaname? J'ai cru comprendre que c'était, ça venait de cette communauté-là, venait des anciens du Site du Zéro à l'époque. Enfin, je crois que t'as Non, envoyé il y un a lien Open juste Classroom. beaucoup de gens qui viennent du site du zéro parce que le groupe original, donc le fameux groupe 42, a été présenté sur le site du zéro, mais aussi sur Zest de Savoir, mais on ne vient pas tous du site du zéro. Il y a juste eu un Discord officieux, enfin, pas vraiment officiel, mais officieux site du zéro, enfin Open Classroom, qu'on a absorbé en fait. D'accord, ok. C'est-à-dire que les administrateurs ont dit ouais, bah écoutez, on ne veut plus que ça soit associé à Open Classroom. Donc Simple It, si c'est toujours bien le nom de leur boîte, a dit non, on n'a pas de Discord. Donc le Discord a dû changer de nom. Et au bout d'un moment, bah tout le monde était venu ici et je crois que l'admin s'est dit ah, ok, bon bah on va tous migrer là-bas. Il a dit ok, bah tout le monde vient là. Donc il y a eu il y a eu 1 millier de personnes qui est venu, enfin peut-être pas 1 millier, mais plusieurs centaines de personnes qui sont venues d'un coup, et c'est pour ça que le Discord est devenu aussi gros. Aussi parce qu'il est évidemment super cool et que c'est le meilleur et qu'il n'y a pas besoin des autres. C'était le Discord officieux de Open Classroom parce que c'était le Discord avait été créé par l'équipe de modération du forum d'Open Classroom, Oui. sa modo. Et donc quand Open Classroom a dit on ferme, bah du coup ils ont migré ici. Mais globalement, on a quand même une communauté sur le Discord qui est relativement débutante. On a beaucoup de débutants qui viennent soit d'Open Classroom, soit de Zest de Savoir. Et je pense que ça aura un impact pour les Game Jams. Si on fait des Game Jams, ça sera plus orienté vraiment pour des gens qui débutent. D'accord, ok. Oh bah après, les Game Après, Jams, il y en a qui... tu peux retrouver un peu tous les niveaux. Hein. Oui, non, mais voilà. Non, c'est juste, effectivement, bon, on a quand même des personnes qui sont quand même à peu près compétentes, hein, je dis pas le contraire, mais voilà. Globalement, on a quand même pas mal de... Enfin, je trouve qu'on a une population relativement jeune. Ouais, j'ai cru voir ça parce qu'il y a souvent, quand je postais une question du coup des débutants, il y avait souvent un regard du plus ancien qui était souvent un peu méprisante envers les nouveaux. Enfin, certaines personnes du coup qui donnaient pas en confiance. Enfin, moi personnellement, le peu que j'ai pu faire ici, il y a quelques questions du coup où je connaissais d'autres domaines, mais ce domaine-là, je connaissais un peu moins. Ça arrivait parfois que je me fasse recaler en mode gros noob. C'est un problème général, en fait, dans n'importe quelle communauté. Dès qu'une communauté devient assez importante, bah, les gens commencent à être un peu plus... Enfin, voilà, j'oserais presque dire méprisant. Disons que l'accès à la communauté est beaucoup plus difficile. Et on voit ça dans toutes les communautés, et aussi bien Open Classroom que Développer.com ou Zest de Savoir, vois ou bien, hein. ici. Voilà. Même sur les communautés anglophones du Linuxien ou du truc dans le genre, tu as toujours le plus ancien qui, du coup, aura peut-être 10 000 fois répondu à la même question, on aura marre, ou ce genre, et qui, même si cette question-là est différente, je sais pas, il a peut-être pas vu ou n'importe quoi, ça, y a toujours, en fait, une fois que la communauté s'est forgée, ils ont l'impression que, du coup, ils font partie d'un groupe qui arrive à plus compétent que l'autre, et
y a une forme de mépris à la fin, quoi. Je pense qu'il doit se fermer obligatoirement. C'est un problème qu'on avait direct. effectivement déjà abordé lors d'un live il y a un mois ou deux. J'en ai Et entendu parler, enfin j'ai pas vu le live, mais j'ai cru entendre non, parler. non, oui, non, mais c'était pas le celui de la semaine dernière, c'était bien avant, pour le club de lecture en fait, qui a lieu le lundi. On avait discuté de ça et on avait dit effectivement qu'il y avait un problème de ce côté-là et qu'il fallait vraiment qu'on travaille l'accueil des nouveaux. Alors c'est vraiment quelque chose qui est pas forcément évident. On a été, je pense, plus strict par rapport, mais surtout sur le canal général, de pas être trop agressif avec les nouveaux. Mais voilà, effectivement, c'est un problème récurrent et c'est un truc qu'il faut, qu'on apprenne à gérer, quoi, comme tout le monde. Ouais, bah. Mais bon, il y a déjà des efforts et tout. Enfin, moi, personnellement, je viens rarement ici, en fait, ce qui est un peu dommage, parce que généralement, il y a certains Discord où j'aime bien me divertir et du coup rester discuter. Ici, j'ai pas grand monde avec qui rester discuter, donc le peu de fois où je peux venir, c'est soit quand il y a des lives, genre, et je me dis, bon, bah, ça peut être intéressant, ou soit quand j'ai des questions à poser, et de ce cas-là, c'est plutôt pour demander de l'aide, quoi, mais c'est pas non plus pour juste parler ou n'importe quoi, donc c'est l'inconvénient. Il faut avouer que sur le Discord, les questions que l'on pose, hein, sont généralement des questions courtes. Dès qu'on veut poser des questions un peu plus longues ou un peu plus voilà, c'est pas forcément, idéal. Peut-être pour des questions effectivement quand on débute ou quand on connaît pas un domaine, les forums sont plus simples. Ça permet de passer plus de temps, à répondre. Voilà, ça dépend. Mais ça va dépendre, mais c'est vraiment une chose qu'il faut qu'on travaille. Ouais. Après, moi, je sais que j'ai plusieurs fois été sur des forums plus tôt, mais je trouve que l'instantané, le direct est tellement mieux, quoi, de nos jours, de pouvoir enfin parler avec quelqu'un sans avoir faire sa présentation, à attendre 10 jours, qu'il y a un modo qui accepte. Enfin, j'ai toujours eu un peu un mauvais regard envers certains forums qui m'ont dégoûté des forums en général, carrément, quoi. La C'est- contrepartie, c'est que du coup, ça permet plus facilement des réponses courtes, non construites et plus émotionnelles et moins que voilà et du coup, nous, c'est ce qu'on voit souvent sur les discussions qui partent en live sur le général. C'est souvent les gens qui répondent vite sans prendre du recul et voilà. Alors que sur un Ouais, je vois. forum, parfois, tu prends plus de temps, du coup, tu vas réfléchir à ton message, tu vas dire: «Bon, OK, j'ai commencé à le taper, je vais l'énerver, mais on peut passer à autre chose». Ça dépend des forums, hein. Tu regardes le forum Ubuntu français ou anglais même des fois. Des fois, t'as des trolls quand même, hein. Bon, alors désolé Mais, de vous interrompre, mais moi je vais y aller. Donc je vais ok, couper le ça live au marche. passage et l'enregistrement. Ciao. Allez, Ça marche. À la je vous prochaine. dis Ciao. bonne soirée, merci beaucoup d'avoir été là. C'était sympa. Merci à toi aussi. Ciao. Salut!